magazine de débat dominical sur un ou plusieurs sujets qui ont marqué l'actualité de la semaine. Dans un instant, le sommaire de ces arrestes. Une quinzaine de soldats tués en l'espace de quelques jours en zone anglophone. Les bilans de 2 attaques survenues dans le nord-ouest les 12 et 16 septembre dernier. À l'aide d'engins explosifs improvisés, fait froid au dos. Mais la nouveauté dans cette crise sécuritaire dans la zone anglophone, c'est l'entrée en jeu des armes plus sophistiquées, à l'exemple des lance-roquettes anti-chars et des explosifs de forte capacité. Preuve d'une véritable guérilla. Selon le porte-parole de l'armée camerounaise, cela découle de la jonction des sécessionnistes camerounais avec d'autres groupes étrangers. En mai dernier, le magazine américain Foreign Policies publiait un article intitulé « Les mouvements séparatistes du Nigeria et du Cameroun unissent leurs forces ». Dans cette publication, le journal expliquait que les dirigeants des deux mouvements ont annoncé une alliance officielle qui pourrait déclencher la violence et l'instabilité dans les deux pays et dans l'ensemble des régions d'Afrique australe et centrale où les organisations extrémistes violentes affiliées à l'État islamique et Al-Qaïda sont solidement installées. Face à cette montée en puissance des groupes armés, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense a annoncé lors de sa tournée cette semaine à Bamenda un changement de stratégie sur le terrain. Crise anglophone, faut-il craindre l'alliance entre ces séparatistes camerounais et d'autres groupes étrangers? Peut-on combattre par la force une idéologie fixée dans l'esprit? Autant de questions et bien d'autres seront posées à nos invités au cours de cette émission des Presse. Et puis cela ne vous a pas certainement échappé ces jours. Le processus de renouvellement des organes de base du RDPC, toujours en cours, est sous haute tension dans les 10 régions du Cameroun, entre gris-gris découvert devant les bureaux de vote, la résidence du sous-préfet des Bambis incendiée, la nationale numéro 4 Yaoundé-Bafoussam barricadée pendant des heures par des militants du parti au pouvoir en colère et des urnes détruites dans plusieurs bureaux de vote. La tension est à son comble. Le RDPC a-t-il du mal à s'accommoder avec la tolérance et la démocratie? Comment comprendre ce déchirement interne du parti au pouvoir? Jadis parti de la flamme, le RDPC est-il devenu aujourd'hui le parti des flammes? Si en tout cas, le deuxième sujet au menu de cette édition des Presse. Pour en parler, ce dimanche, nous recevons Louis-Marie Kadde. Il est économiste de formation et enseignant des universités. Georges Parfait Oundi, journaliste au bi-hebdomadaire et Singan. Raymond Chiazok, homme politique, président national du RDI. Et Lucien Bidima, membre de la sous-commission communication du RDPC. C'est le parti au pouvoir au Cameroun. Presse, mise en onde et réalisation Rigobert Dassi. Retransmission sur les pages Facebook et YouTube de Panorama Papers. Et Lilène à la présentation de cette édition de Presse. Je suis Jean-Charles Bioela. Mesdames, Messieurs, c'est parti. Tous les dimanches, j'écoute Presse. Je suis Claude Ndam, je crois que vous me connaissez, l'artiste, le musicien. Je vous conseille d'écouter Radio Siantou. Ensemble, nous pourrions créer un monde meilleur. Merci. Je suis Roger Mila, écoutez Radio Siantou. Je suis Guy Roger Bar et j'écoute Radio Siantou. Bonjour, c'est Joachim Noir, écoutez Radio Siantou. Merci. Je suis en direct là. Je vais pas faire. Je vous envoie le lien. Alors, on va accueillir nos invités, ceux qui sont déjà avec nous ici. Louis-Marie Kadde, bonjour. Bonjour Jean-Charles. Je vous ai présenté, vous êtes économiste de formation enseignant d'université, c'est bien cela? C'est bien cela, merci. Merci d'avoir honoré le rendez-vous. Georges Parfait vous dit bonjour. Bonjour Jean-Charles, bonjour à vos auditeurs. Alors, je rectifie très rapidement, vous êtes journaliste au tri-hebdomadaire et Singan, parce que je vous ai présenté le tri-hebdomadaire comme dans le bi-hebdo. Oui, c'est là qu'il s'agit, Singan, effectivement, un tri-hebdomadaire. Toutes nos excuses, vous êtes bien journaliste au tri-hebdomadaire et Singan. Raymond Chiazok, bonjour.
Bonjour, M. Bio, et bonjour à tous les auditeurs, bonjour aux autres panélistes. Homme politique, président national du RDI, c'est un parti politique d'opposition au Cameroun. Le regroupement des démocrates indépendants. Alors, nous attendons encore Lucien Bidima, qui est membre de la sous-commission communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Mais puisque vous êtes déjà avec nous ici, le quorum est atteint, on va ouvrir cette émission de Zapresse par le premier sujet au menu qui va porter sur la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et le passage, si on peut le dire, à l'étape supérieure des séparatistes qui aujourd'hui utilisent des armes de plus en plus sophistiquées. Alors moi je voudrais commencer par vous, Georges Parfo. Vous dites que vous êtes journaliste. Alors la crise anglophone, 5 ans que ça dure, que de soldats et de civils tués. On a encore vu les tristes images la semaine dernière, où une quinzaine de soldats ont perdu la vie dans la région du nord-ouest Cameroun. Pardon. Oui, c'est le triste constat qu'on peut faire à tous les niveaux. Ça dure et surtout ça crée beaucoup de désarroi parce qu'il y a des décès de part et d'autre. Il n'y a pas que les séparatistes qui sont tués, il n'y a pas que les militaires qui sont tués, il y a aussi des civils qui en pâtissent. Et même des fonctionnaires qui sont juste allés remplir leur devoir de fonctionnaire et puis qui laissent leur famille dans le désarroi. C'est quelque chose de déplorable, mais vous savez, lorsqu'on s'enlise dans la violence, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. Et on va peut-être dire trop c'est trop, mais trop c'est trop à l'endroit de qui? Parce que finalement, le véritable problème de la crise anglophone, il est là. On veut dire, certains ont choisi de résoudre le problème par la violence, d'autres ont choisi de le résoudre par le dialogue, ou alors on a allié les deux, mais à la fin on se rend bien compte que rien n'a changé véritablement sur le terrain. Au contraire, ça monte en puissance et tous les jours, il y a du sang humain qui se verse de ce côté-là. C'est vraiment très déplorable. Il est temps qu'on y trouve une solution, il est temps qu'on mette fin à cette guerre. Et pour cela, je crois qu'il y en a dans ce pays qui détiennent les clés de la solution. Il est temps qu'on mette en branle tout ce qui est possible pour qu'enfin cette histoire-là s'arrête et que les Camerounais arrêtent de tuer les Camerounais et que les Camerounais arrêtent de mourir tout simplement. Alors, Lumari 2, en 5 ans, on a eu le sentiment que les séparatistes ont réussi à mieux s'organiser, partant des simples armes artisanales. On se rappelle 2017, c'était des armes avec des munitions rouges, je ne sais pas comment on les appelle en langage technique, avec des simples armes artisanales. Mais aujourd'hui, on arrive et ça c'est le ministère de la Défense qui le reconnaît, aux lance-roquettes. Alors, est-ce que il faut s'en inquiéter aujourd'hui de cette évolution fulgurante en termes de matériel que les séparatistes ont aujourd'hui? Oui, il faut s'en inquiéter parce que ça devient de plus en plus des armes de destruction massive, si on pouvait dire ça comme cela. De plus en plus, cette guerre devient meurtrière et ce que l'on voulait éviter probablement va arriver. Vous savez, c'est comme une plaie. Quand oui, ce qu'on voulait éviter, c'est-à-dire le massacre. C'est comme une plaie. Et lorsque la plaie est là, ça prend le temps que ça prend pour cicatriser. Vous comprenez un peu. Et nous sommes arrivés aujourd'hui à un moment où je ne pense pas que c'est par un décret ou par un bâton magique qu'on va directement mettre fin à cette crise-là. On est arrivé à un niveau où, comme pour le maquis, il va falloir une trentaine d'années pour véritablement tourner cette page-là. Mais quand beaucoup pensent aujourd'hui à peut-être qu'on se dit, bon, il faut dialoguer, puis demain, ça sera la fin de la guerre, mais vous semblez dire c'est qu'on est parti pour 10, 15 ans encore aujourd'hui. C'est pas possible. Écoutez, des gens ont perdu leur famille, des gens ont perdu les enfants, des déchirures ont eu lieu et ce de façon substantielle. Ce genre de crise-là prennent du temps pour cicatriser. Et donc, il faut peut-être aujourd'hui traiter le problème dans le fond pour que au moins on n'empire plus la situation. Vous voyez un peu. Peut-être on aura l'occasion de parler du problème dans le fond. Pour voir à quel niveau on peut toucher. Il s'agit notamment d'utiliser l'approche participative, la logique inclusive, qui aujourd'hui est nécessaire dans la gouvernance. On peut regarder les failles qu'il y a là-dedans
et essayer de les combler. Si on arrive à ce point-là, vous verrez que probablement il y aura inversion de la courbe. Ben, je dis là où on en est rendu, avec l'expérience des autres mouvements nationalistes qu'on a déjà eu au Cameroun et de par le monde, il faut compter pour au moins 20 ans encore pour que la vie redevienne normale. C'est-à-dire que les choses redeviennent comme c'était avant 2016. Alors, Raymond Chiezo, en 2016, tout au moins, laissons un peu la phase 2016, prenons peut-être à partir de 2017. Est-ce que vous voyez les séparatistes de 2017 être aussi lourdement armés aujourd'hui en 2018? Vous voyez les choses s'aggraver aussi comme c'est le cas aujourd'hui? Oui, je voudrais dire que la guerre au nord-ouest et au sud-ouest ressemble un peu à une parabole de ma tradition. Ça veut dire que vous êtes dans un village, il y a une panthère qui attrape les poulets, les chèvres, bref, le petit bétail du village, les animaux domestiques. Et un matin, vous apprenez que le chef appelle tout le monde à la place publique à l'effet de parler de cette affaire de la panthère. La curiosité de cette affaire, M. Biot, c'est que la panthère, elle n'est pas là. Et la panthère est un animal à qui on ne pourra pas attribuer la raison. Le chef et ses notables vont passer toute une matinée avec des populations à l'effet de trouver les stratégies d'empêcher à la panthère d'attaquer ou alors de manger les animaux domestiques. Les animaux eux-mêmes également, ils sont effectivement des animaux, ils n'ont pas de raison, tout comme la panthère. Alors, ça ressemble un peu à ce qui s'est passé, votre fameux grand dialogue. Le problème est au nord-ouest et au sud-ouest. Vous tenez votre grand dialogue à Yaoundé, un grand dialogue inclusif qui prend toutes les 10 régions du pays. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que nous avons tous vu, les Camerounais l'ont vu et constaté, lorsque le Premier ministre était descendu au sud-ouest, il y a eu une espèce d'accalmie là-bas. Il y a eu de la paix. Mais il y a eu relâchement. Pourtant, on dit clairement que l'ennemi ne dort jamais. On se pose la question de savoir quelle est véritablement l'occupation du Premier ministre et du ministre de la Défense pour qu'ils enlèvent le pied sur la pédale d'accélérateur. Ça, c'est la première chose. Maintenant, comme homme politique, je voudrais faire une analyse froide, politique également. Monsieur Biot, vous verrez que les renouvellements des organes de base du RDP sont presque durés 2 semaines. Vous n'avez pas appris que toutes ces différentes équipes, ou alors une de ces équipes, ait été agressée. Que ce soit au nord-ouest, que ce soit au sud-ouest. Quel lien vous voulez faire? Je comprends pas. J'en viens. Il y a eu les élections des conseillers, des maires, des sénateurs et tout ça. Que toutes ces équipes du RDPC, aucune n'a été menacée par les CSUS. Qu'est-ce que j'entends par là? Je voudrais dire que l'impression de l'homme politique que j'ai, c'est que les hommes politiques du nord-ouest et du sud-ouest ne jouent pas franc jeu. Et comment? Il s'agit, à partir du moment où eux, ces hommes politiques, réussissent à faire le tour de ces 2 régions, sans être inquiétés, le gouvernement doit les utiliser. Comme lors de la campagne des élections présidentielles, ces élites font le tour de tous les villages, de tous les arrondissements, de tous les départements, que le gouvernement les envoie en mission, chacun dans son village, pour rencontrer sur place leurs frères, leurs soeurs et leurs chefs. Parce que lorsque le Premier ministre était dans le sud la semaine dernière, c'est justement, séjourné pendant les je voudrais vous montrer la limite de la visite du Premier ministre. Il allait jusqu'où? Il était à Bouya. Oui, et après il est revenu à Yaoundé. Non, la guerre au nord-ouest, ce n'est pas l'affaire des chefs-lieux des régions. Je suis en train de vous dire que, et ça c'est vérifiable, si vous allez dans votre village, vous faites le tour du village sans être menacé. Le lendemain, on apprend qu'on a tué un policier ou un gendarme. Pour chercher celui qui a tué, c'est vous qui êtes aimé là-bas, qui n'êtes pas menacé. Qu'on peut envoyer pour aller trouver pourquoi. C'est pour cette raison que je dis que je pense pour ma part
que le gouvernement, le président de la République et son gouvernement doivent utiliser davantage les natifs de là-bas. D'accord, c'est compris. Je voudrais que Georges Parfait Oundi va répondre, puis Marie aussi va répondre sur cette question-là. Aujourd'hui, on a comme, c'est pas l'impression, utiliser aujourd'hui des armes sophistiquées dans un conflit comme celui du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Est-ce la preuve qu'on est véritablement de plein pied dans une guerre au sens propre du terme? Je crois que... Puisque le ministre de la Défense parle aussi d'un changement de stratégie. Oui, parce que les sécessionnistes ont envoyé, en frappant comme ils ont frappé dernièrement, ils ont envoyé un message bien fort au gouvernement. Et je crois, dernièrement, on a suivi un des chefs de la House of Chiefs, comme on appelle là-bas, qui disait clairement que il est établi que ces sécessionnistes ont eu du soutien qui venait d'un pays étranger et qu'ils ont établi des alliances avec des forces qui sont basées dans un pays étranger que nous connaissons tous. Donc ça devient, comment je peux appeler ça? C'est une nébuleuse. On a affaire maintenant à une nébuleuse parce qu'à partir du moment où on a du soutien qui peut venir, du soutien logistique de haute facture qui peut venir de l'étranger, on se dit que ce n'est plus qu'une affaire d'une petite sécession, comme on disait à l'époque, qu'on peut mater en 1 semaine ou 2 semaines. Ça devient quelque chose de très sérieux et il va falloir que, ne serait-ce qu'au niveau de la stratégie militaire, si on a décidé de combattre militairement les sécessionnistes, qu'on change de paradigme, comme ils ont l'habitude de dire dans leur discours, nos gouvernants. Il va falloir changer de tactique militaire. Je ne suis pas bien placé pour parler de stratégie militaire sûrement, mais je crois que on a vu dernièrement des images de certains blindés qui étaient dans l'extrême nord à l'époque où on combattait Boko Haram, qui sont arrivés là-bas. Je préfère dire des blindés quand même. C'est des blindés, c'est vrai que ça ressemble au char, encore que le char est d'abord un blindé aussi. Mais c'est quand l'armée passe à ce niveau de sécurité-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sauf que on est dans le cas d'une guérilla. On n'a pas en face de nous une armée constituée qui attaque. On a des groupes, certes très bien armés, et qui savent attaquer par surprise, mais on n'a pas une ligne de front qu'on est en train d'aller combattre. Donc j'aimerais bien voir ces chars-là sur le terrain parce que pour chasser des gens dans la brousse avec un char, c'est pas évident. Alors qu'eux, ils se déplacent peut-être à moto ou à pied. On va voir comment ça va se passer, mais je crois que dans le cas de ce qui se passe actuellement au nord-est ou au sud-est, on doit plus fonctionner par le renseignement et c'est là où je rejoins le président du parti qui dit que on doit envoyer les élites parler aux gens de ce village-là. Ils sont identifiés et identifiables. Lorsqu'on parle du général Nopiti, je crois qu'il est connu par les forces de sécurité. On sait comment on peut le retrouver. C'est pas évident, c'est sûr. Mais on sait qu'il peut agir de cette façon ou de cette façon. Et puis, il s'infiltre généralement dans la population. Il y a des messages alarmistes qui circulent dans les groupes et sur le net tous ces derniers temps pour dire que les sécessionnistes sont déjà à Douala, ils sont à Bafoussam, ils vont intenter des actions dans les autres grandes villes francophones. Oui, rien n'est prouvé. Et c'est vrai aussi que ces messages-là circulent depuis un moment, mais on a quand même vu à une époque, on a connu quelques attentats à Yaoundé à Douala également. et à Douala. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention et pour combattre ces gens-là, au-delà de la guérilla qui sévit là-bas, je crois que le renseignement est la première arme que nous devons utiliser. Peut-être, comme on dit aussi, qu'une guerre se gagne par la persuasion, en envoyant des gros blindés et tout le reste. Peut-être ils prendront peur. Mais je crois que les voitures qui ont été incendiées l'autre jour, c'était aussi des sortes de blindés. Donc, on va bien voir là où la stratégie strictement militaire va nous mener. Mais en dehors de la stratégie militaire, il va falloir élaborer d'autres stratégies. Lui, Marie, est-ce que c'est pas là où se trouve toute la difficulté aujourd'hui, j'imagine, des soldats camerounais? Comme le disait Georges Parfait Oundi, on a l'armée en face d'elle une nébuleuse de jeunes qui vivent au sein d'une population. Comment est-ce que l'armée va réussir à les combattre avec ces chars alors qu'elles vivent, ces jeunes-là, pardon, vivent au milieu d'une population? Est-ce qu'on ne risque pas, en voulant peut-être neutraliser ces sécessionnistes-là, on se retrouve en train peut-être de tuer les populations, des civils? Non, c'est ça qu'on appelle une guerre asymétrique. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que dans notre pays aujourd'hui, on évolue vers ce qu'on appelle l'état de sécurité, c'est-à-dire que l'ennemi n'est plus externe, l'ennemi fait partie des citoyens, l'ennemi est un citoyen, l'ennemi est au milieu des citoyens que l'État est supposé protéger. Et en ce moment, ça devient très compliqué.
On a vu depuis ces années-là que l'espace public est en train de se refermer progressivement dans notre pays. Si vous voyez par exemple, on connaît comment ça s'est passé ailleurs, hein, au Kenya et un peu partout en Afrique australe. Si vous voyez que le ministre de l'administration territoriale est en train de demander que toutes les ONG internationales redéposent un dossier, c'est parce qu'on ne peut ne plus les accréditer, parce que ce sont ces ONG qu'on a vu à l'étranger qui peuvent être aussi des vecteurs de transmission de certains types d'armes, etc. Donc ces expériences sont connues, même les financements des guerres, on sait comment ça se passe. Et dans l'actualité, il y a ça que le ministre va demander que ces organisations-là se fassent recenser. De nouveau. Donc nous sommes en situation d'une guerre asymétrique. Et la guerre asymétrique ne se gagne pas avec des canons. C'est justement à ce niveau-là que je voudrais discuter et retourner vers ce qui est ma zone de confort, l'économie. On voit que c'est pas non que on viendra à bout de cela. D'ailleurs, même si on saurait quand même, on peut quand même négliger cet aspect purement logistique. Les faits que vous exposés font état de ce que les forces séparatistes renforcent leur arsenal au jour le jour. Donc, cela veut dire que cette démarche-là ne marche pas, ne fonctionne pas. Soit l'État fait un affrontement, décide vraiment de l'option militaire frontale et puis assume les conséquences. Or, nous sommes dans une période de fin de règne. Je ne vois pas le régime en train de se mettre sous le dos des crimes contre l'humanité et autres formes d'accusation, quoi. Du moins, pour la personne qui dirige le pays aujourd'hui, je ne vois pas que ce soit ça son option. Non, il ne le fera pas. Et donc, et les séparatistes le savent aussi. Sachez que derrière eux, il y a aussi des forces politiques qui pensent ces choses-là et qui essayent de les piloter. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on sorte du champ militaire pour aller dans le champ politique. Parce que le Southern Cameroun aujourd'hui est une entité politique. Et je crois que c'est sur ce terrain politique que cette crise-là va se résoudre. Le jour où ces politiques, bon, vous accusez, ou mon copanéliste dit que les gens du RDPC y rentrent. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais parce que ce sont des zones où il n'y a pas d'accès. C'est d'ailleurs pour ça que ces séparatistes peuvent réussir à avoir leur emprise sur les populations qu'ils prennent en otage. Alors, s'il n'y a pas d'accès dans ces zones-là, d'où les accusations de fraude électorale et de toute autre chose qui avaient été faites. Il y a des endroits aujourd'hui, si je prends les Gono-Titi, vous ne pouvez pas vous y rendre. Donc, il ne faut pas... le Premier ministre ne peut pas, il est même chef de village là-bas, il ne peut pas. Il y a des gens, quand ils perdent leurs membres de la famille, ils enterrent à Yaoundé, ou ils enterrent ailleurs, ou ils reportent des deuils, ils ne peuvent pas s'y rendre. Donc, ce sont les séparatistes qui gèrent cette partie du... Soyons clairs là-dessus. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on se rend sur escorte. Et avec les engins explosifs aujourd'hui, même l'escorte n'est plus recommandée. Donc, ça devient très compliqué. Ce sont vraiment les séparatistes qui gèrent la chose et trouvent toutes les nouvelles personnes qui entrent dans ce qu'ils appellent leur territoire comme étant des ennemis et donc comme étant des potentiels agents de renseignement. Donc ça, ils le savent parce qu'il y a des gens derrière qui le savent. Donc après, j'aimerais sortir vraiment pour aller sur le terrain économique parce que il n'y a pas un itinéraire uniforme de construction des États-nations. L'itinéraire que les différents pays ont pris, a toujours été différent, varié. Donc, je dis souvent que la démarche historique, peut-être dit que la conférence de Fumban s'était mal passée, c'était la duperie, etc. On peut toujours discuter de ça. Mais les États se sont construits aussi sous la duperie et toute autre chose. Mais ce qui fait le ciment
le ciment d'un État, c'est l'inclusion nationale. J'aimerais vraiment qu'on discute ça et qu'on voit qu'il y avait un problème d'inclusion nationale et que dans la logique participative, il y a eu le Coalition for Reconciliation qui a fait une enquête très large sur cette question-là pour leur dire qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut pour cesser le feu. Et il se passe que, premièrement, ils se sont plaints d'un problème d'exclusion, donc de marginalisation. Ça, on peut discuter de ça. Deuxièmement, ils demandent une médiation internationale pour cesser le feu. Donc, si on met ça sur la table et on discute de ça, on résout le problème sans avoir à prendre les armes. Sur le volet qui est le vôtre, le domaine économique, est-ce que vous avez l'impression que la situation économique, si on prend la crise anglophone, sur l'aspect 2021, est-ce que la situation économique aujourd'hui pourrait justifier ce qui se passe là-bas dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, d'une manière ou d'une autre? Au départ, oui. C'est-à-dire qu'en 2016, oui, il y a eu des enquêtes de ménage que l'Institut national de la statistique fait. La dernière date de 2014 et indiquait que les politiques publiques n'étaient pas inclusives. Ça, c'est l'Institut national de la statistique qui indiquait que les politiques publiques n'étaient pas inclusives. C'est-à-dire que malgré le fait qu'en 2008, par exemple, le Chili avait eu exonération suite aux grèves de la faim, aux émeutes de la faim, exonération de droits de l'homme sur les produits de première nécessité, cela n'a pas eu un effet au niveau de la base. Et donc en 2016, dont on parle là, le sud-ouest par exemple était la région du Cameroun la plus chère. Vous comprenez un peu? Les villes de Kumba, les villes de Buea étaient les villes les plus chères du Cameroun. Il y a encore eu cette enquête de l'Institut national de la statistique qui confirme plus ou moins la même chose en 2021. Vous comprenez un peu? Bamenda a été ajouté parmi la ville la plus chère du Cameroun. Et donc, voilà la situation. Ça veut dire que la vie est compliquée là-bas. Et on peut entrer dans les détails pour voir pourquoi. Au sud-ouest, par exemple, vous avez des plantations. Les grosses plantations industrielles. La CDC. Ces plantations, il y a la CDC, la Pamor et tout ce genre de choses. Ces plantations ont occupé l'essentiel des terres, de telle façon que les populations n'ont plus la possibilité de cultiver ce qu'ils mangent. Les populations, pour le cas de la CDC, que vous savez, que vous évoquez, vous ne savez pas que ces populations ont attaqué la CDC en justice. Parce que les écociers ont attaqué la CDC en justice, ont perdu le procès au Cameroun, sont aujourd'hui à la Cour africaine des droits de l'homme parce qu'ils revendiquent la possibilité simplement de jouir de leur terre. On peut discuter les équations pour y arriver, mais ils veulent seulement manger. D'accord, peut-être que vous reviendrez sur le volet économique. Je voudrais qu'on revienne un peu sur l'aspect qui portait sur l'alliance, parce que c'est ce que le ministre délégué à la présidence a évoqué, l'alliance entre les groupes séparatistes camerounais et les groupes étrangers, pour signaler que selon la BBC, qui cite une vidéo qui a été publiée le 9 avril 2021 sur la page Facebook d'Ambazonia Defense Force, qui est dirigée par Ayabacho, qui est l'un des leaders séparatistes camerounais. Il dit clairement que le conseil de gouvernement d'Ambazonia Force, l'un de ces deux principaux groupes séparatistes anglophones, et le célèbre leader biafrais Nnamdi Kanu ont signé une alliance stratégique et militaire, ce sont les termes d'Ayabacho. Les deux groupes travailleront à la sécurisation de leurs frontières communes et assureront un échange ouvert d'armes, de renseignements et de personnel. Ça peut quand même, Georges, parfois on dit que ça c'est une vidéo qui date du 9 février 2021, c'est vous qui parlez de renseignement il y a un instant. Cette vidéo est disponible sur cette page Facebook. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même, je vais dire, pas un laxisme, mais quand même, les services de renseignement n'ont pas anticipé sur certains points, sur des éventuelles peut-être conséquences. Parce que depuis le mois d'avril, on sait très bien qu'il y a eu une alliance qui a été signé entre les groupes séparatistes camerounais et les groupes séparatistes étrangers. Sauf que aujourd'hui, on se plaint bien des conséquences. Pourtant, on aurait peut-être qu'anticipé cela d'une manière ou d'une autre. Vous savez, en matière de sécurité, il est vraiment difficile d'anticiper. Par exemple, l'attaque d'Ndop dernièrement, c'est une embuscade pratiquement. On ne peut pas toujours, c'est un peu comme lorsqu'il y avait les combats à l'extrême nord contre Boko Haram, on ne peut pas toujours anticiper sur les embuscades de l'ennemi. Même si notre armée avait ce renseignement, même si notre armée
avait les moyens de pouvoir contrer. Mais le fait que une équipe, une patrouille soit prise par surprise, c'est pas toujours très prévisible parce que vous ne pouvez pas vous balader avec toute l'artillerie partout où vous allez. Parce qu'il y a des petites missions de ravitaillement, des petites missions de ci ou de ça, qui ne nécessitent pas nécessairement l'engagement d'une grosse logistique lorsqu'il faut un déplacement d'un point à l'autre. Donc je crois que chez les autres, on évalue les niveaux de sécurité souvent. C'est-à-dire on dit on est passé au niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. En France, on parle de couleur, on est passé à orange, on est passé à ci ou on est passé à ça. Et je crois que ce qui s'est passé dernièrement, tel qu'on a vu, après justement ces attaques, on est sûrement passé à un niveau de sécurité supérieur. Parce que on peut pas toujours prévoir. On peut pas prévoir, je suis sûr, ça c'est indéniable, on était au courant de cette alliance, puisque c'est dans les discours, ça veut donc dire qu'on était au courant, qu'ils avaient une base arrière. Il est question maintenant, comme dans la lutte contre Boko Haram, d'assurer nos arrières à partir de cet étranger. Sauf que la limite du Cameroun avec le Nigeria, puisqu'il s'agit de lui, à ce niveau-là, est contrôlée par ces éléments du Biafra. Même l'armée nigériane n'y est pas très présente. C'est la grande difficulté que nos forces auront par rapport à cette base arrière des sécessionnistes. Et c'est ce qui va créer le plus de difficultés. Déjà au Nigeria, les armes sont presque en libre circulation. Et à partir de ce niveau-là, ils ont une ouverture sur le golfe de Guinée. Vous savez qu'à une époque, on a créé tout un bataillon chez nous pour combattre le Mende qui agissait dans le golfe de Guinée, qui attaquait les bateaux et tout le reste. Et on a connu des problèmes de piraterie maritime. Donc toute cette zone-là, il va falloir franchement monter d'un cran au niveau sécuritaire. Sinon, on n'arrivera pas à maîtriser déjà la circulation des armes et la circulation des hommes. S'ils sont coupés de leur base arrière, on peut espérer que, à partir du feu qu'on va ouvrir au Cameroun, on va les asphyxier. Mais s'ils ont un repli, et surtout s'ils ont la logistique nécessaire pour pouvoir résister, c'est une guerre qui est partie pour s'installer dans la durée. Est-ce que, quand on lit un peu les termes de cette alliance, là on parle d'échange d'armes, de munitions, de renseignements et des personnes, est-ce qu'il n'y a pas quand même au niveau des forces de défense camerounaises le vin dans le flux? On a comme l'impression que ces séparatistes-là sont en réalité au courant des déplacements des militaires, parce qu'on sait qu'ils sont à tel endroit, ils vont passer à telle heure, ils déposent des engins explosifs, et ils savent à quel moment est-ce qu'ils vont passer. Il y a des vidéos qu'on voit pratiquement qui défilent sur les réseaux sociaux. Là, il va falloir des enquêtes internes. Il ne m'appartient pas ici. Je ne suis ni de l'armée, ni encore porte-parole. Mais quand même, vous êtes d'accord avec ou encore enquêteur dans l'armée pour savoir que peut-être il y aurait des taupes ou il y aurait des infiltrés dans l'armée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce problème qui est d'abord camerounais a ses ramifications dans tous les aspects de notre société. Donc, on ne peut pas nier que peut-être dans notre administration ou même dans notre armée, il y ait des gens qui aient certains liens avec ceux qui sont sur les lignes des sécessionnistes et des séparatistes dans le Nozo. Si vous y avez de la famille et que peut-être votre petit frère décide d'entrer dans le combat, qu'est-ce que vous allez faire, Jean-Charles? Même si vous ne lui donnez pas l'information capitale, toujours est-il que si on vous envoie en mission là-bas et que vous le voyez devant vous, vous n'allez pas tirer sur lui au cas où vous êtes militaire. C'est quand même votre frère. Ça crée donc, c'est ce qui rend difficile ces combats et c'est ce qui rend difficile le travail de l'armée à ce niveau-là, parce qu'on a quand même en face, l'armée a en face d'elle des Camerounais. Ce sont des Camerounais qui sont là-bas, ce ne sont pas des gens venus de l'étranger, ce sont des Camerounais qui combattent d'autres Camerounais qui ont décidé de se mettre en marge de la République et de réclamer un État. Ça devient un peu difficile à combattre parce que, de toutes les façons, ils ont des affinités, quelles qu'elles soient. Sociologiques. Oui, parfois sociologiques, avec des gens qui sont de l'autre côté, qui n'épousent pas leur idéologie. Et derrière, vous voyez comment ils traitent ceux qui ne marchent pas avec eux. Quand on vous prend, c'est la guillotine pratiquement, avec toutes les atrocités que cela peut compter. Alors, mais je veux poser, est-ce qu'aujourd'hui, il faut craindre ces alliances-là, ou tout au moins cette alliance supposée qui aurait été signée, ou qui a été signée entre les séparatistes aujourd'hui, est-ce qu'il faut davantage craindre les conséquences de cette alliance-là? Aujourd'hui, on voit en une semaine, il y a eu une quinzaine de morts. On a eu des blindés qui ont été en réalité anéantis parce que ce qu'on a vu, ces vidéos qu'on a vues, donne l'impression que si peut-être rien n'est fait, la situation peut encore davantage s'empirer. Moi, je pense que cette alliance est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'il y a d'autres alliances, les véritables alliances en réalité.
Lesquels? Vous savez, je voudrais vous lire très rapidement le 4e article de la charte de l'impérialisme qui dit ceci. Tous les pays du tiers-monde, pardon, voilà, je suis à la page. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Ça, c'est l'Occident qui parle. Donc, les pays du tiers-monde n'ont pas de frontières définitives. Les frontières des pays du tiers-monde dépendent de l'Occident. Et vous verrez donc pourquoi les ONG et les associations qui sont là-bas n'ont rien dit depuis que les 15 soldats camerounais sont morts. Vous comprenez pourquoi on a retrouvé des armes dans l'une des voitures d'une de ces ONG. Les alliances dont vous faites allusion, ça, c'est le ministre de l'administration territoriale qui l'a dit, mais là, on n'a pas présenté au Camerounais ces armes. Non, le ministre de l'administration territoriale ne peut pas mentir. Mais pas dit qu'il nous disons, je dis donc ceci. Je dis que tous ces 3 éléments que je viens d'évoquer, notamment les armes qui ont été retrouvées, le silence complice de ces ONG et ce fameux article de la charte de l'impérialisme qui laisse croire que nous, du tiers-monde, nous n'avons pas de barrière, de frontières définitives, nos frontières sont déplaçables, on comprend facilement que il s'agit de la guerre du pétrole. Il s'agit... Ça, ce sont les sous-entendus déjà. Oui, alors ce sont des sous-entendus, c'est mon point de vue. D'accord, il s'agit de la guerre du pétrole. Première chose. Deuxième chose, j'ai été flatté de voir que sur le plateau, il y a un économiste. Il s'agit également d'un problème économique. Et comment? Monsieur Biya est en fin de règne. Il va falloir un 3e président à la République du Cameroun. La stabilité économique ne doit donc pas arriver au Cameroun. Le Cameroun doit s'endetter pour nourrir les forces de maintien de l'ordre là-bas, pour payer leurs primes, pour payer les armes, que ces 2 régions deviennent des bourbiers économiques qui vont seulement consommer sans produire et qu'à la fin du mandat du président de la République, son Excellence Paul Biya, celui qui va arriver se retrouve avec les mains liées. À ce moment, on va lui poser des conditions. Il va aller là où vous connaissez, là où tous les Camerounais connaissent. On va dire vraiment, on peut annuler telle dette. L'Union européenne, la Banque mondiale, le FMI, on va aller s'endetter là-bas. Et le moment venu, même si vous, M. Bion, vous dira, pour devenir président de la République et vous en sortir, voilà ce qu'on vous propose. Le pétrole, nous exploitons. L'or, nous exploitons. Voici le véritable problème de la guerre là-bas. Et je voudrais vous rappeler qu'il y aura des armes plus sophistiquées que celles-là contre l'armée camerounaise. Il s'agit d'une stratégie de déstabiliser le pays pour que le 3e président marche sur les rails prévus. Parce que certains pays ne peuvent pas vivre et fonctionner sans l'apport des richesses naturelles de notre pays. D'accord. Lui m'a dit, moi je voulais peut-être quand on regarde les échanges, le Cameroun et le Nigeria entretiennent des échanges, il y a des Camerounais qui vont chaque jour au Nigeria, des Nigériens qui viennent au Cameroun. Est-ce que ça ne rend pas en réalité la tâche un peu plus difficile dans la mesure où, si on admet peut-être que ces groupes étrangers avec lesquels les séparatistes camerounais ont signé ces alliances, ça seraient des groupes installés au Nigeria, est-ce que ça ne renforce pas, ça ne va pas rendre la tâche encore plus difficile à tel point que si jamais on bloque ces échanges-là, on bloque par exemple les frontières, il n'y aurait plus ces échanges-là? Oui, de façon formelle, les échanges ne se passent pas comme ça. Le Cameroun partage environ 1500 km de frontières. 1900. Avec le Nigeria. Ce qui est très important. D'ailleurs, quand on négociait les accords APE avec l'Union européenne, nous disions que c'était mieux de négocier avec le Nigeria
parce que c'était un marché aussi important que d'aller à 6000 km négocier un marché qui ne nous est pas accessible. Donc il n'y a pas cet accord-là entre le Cameroun et le Nigeria, même si les populations, parce que les frontières sont poreuses, s'échangent. Ce que j'observe, c'est que le Cameroun a aussi renforcé son accord militaire, la coopération militaire avec le Nigeria ces derniers jours-ci, suite à ce genre d'alliance qui se crée sur le terrain. Ce qui me pousse à dire que c'est une guerre sans issue. Vous voyez, que ce soit du côté gouvernemental, du côté des sécessionnistes, c'est une guerre sans issue. Du point de vue stratégique, vous ne faites pas de guerre sans base arrière. Partout, les gens ont gagné la guerre, il y avait une base arrière, où on se replie, on se réorganise pour revenir. Aujourd'hui, le Nigeria n'a aucun intérêt à ce que la sécession prospère au Cameroun, parce qu'il y a le Biafra également. Et donc, si le Nigeria n'appuie pas le Cameroun, les Biafrais vont encore demander leur propre sécession au Nigeria et avoir pour base arrière le Cameroun. Donc, mais lui, quand on regarde quand même, il y a un moment, à l'époque de Boko Haram, le Nigeria servait parfois de base arrière quand il fallait attaquer Boko Haram. Les groupes terroristes se repliaient là-bas. Est-ce que ça ne sera pratiquement pas la même opération avec ces séparatistes si jamais, lorsqu'ils sont attaqués aujourd'hui, ils se replient par exemple chez les Biafrais, ils se regroupent là-bas pour mieux s'organiser avant de revenir au Cameroun? Je dis que les choses ont évolué. Avant la guerre de Boko Haram, il n'y avait pas un certain nombre d'accords pour la coopération militaire en place. Aujourd'hui, il y en a. C'est-à-dire que le Cameroun peut poursuivre des assaillants sur le territoire nigérien aujourd'hui. Avant, ce n'était pas le cas. Donc, beaucoup de choses ont évolué dans ce sens. Et je crois que dans ce que vous dites, mettez dans le changement de stratégie militaire, il faut tenir compte de tout ça. Que le Cameroun et le Nigeria ont renforcé dans l'actualité leur positionnement par rapport à la nouvelle donne qui est sur le terrain et sur lequel on vient de communiquer. Non, mais quand vous regardez des vidéos, c'est des choses qui peuvent dater de mai, de juin, etc. Donc, ça c'est une première chose. La base arrière au Nigeria n'est pas garantie. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de terrain d'entraînement, si vous n'avez pas un certain nombre de choses, etc. Et dans la coopération entre le Cameroun et le Nigeria, c'est sûr qu'il y a aussi les renseignements. Ils vont s'échanger des informations. Et donc le Nigeria aussi va traquer ces gens de ce côté-là. Ce qui va plutôt affaiblir cette guerre, même si c'est des guerres asymétriques qui vont durer. C'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de solution. Parce que même si du côté du Cameroun, le gouvernement décidait à vraiment faire l'offensive, parce que je rappelle encore que les troupes attendent simplement l'ordre d'exécuter. C'est comme quelqu'un a dit, on sait où ils sont. Ce n'est pas trop parce qu'on manque d'informations. C'est simplement parce qu'on ne veut pas de carnage, on ne veut pas de crimes contre l'humanité, on ne veut pas un certain nombre de choses qui vont encore soumettre davantage notre pays. Mais est-ce que dans le cas d'espèce, on peut vraiment faire des omelettes sans casser les... Si on prend cette option-là, je rappelle encore que moi je suis troisième vice-président du mouvement de soutien de Laurent Gbagbo, c'est ce qu'on appelle le mouvement de solidarité internationale pour Laurent Gbagbo, et nous avons préparé sa défense à La Haye. Je sais exactement ce qui s'est passé. Ce qui va se dire à La Haye, si le gouvernement camerounais décide de faire l'offensive, c'est qu'il y avait deux armées. Les gens vont dire, ah, c'est population civile. Non. On a pensé qu'on va condamner Gbagbo parce que on va utiliser cet argument qu'il a bombardé les populations civiles. Je lui ai dit que deux armées luttaient. Et ça change tout. Les avocats de l'accusation n'ont plus su quoi faire parce qu'on a établi qu'il s'agissait de deux armées. Et donc, quand c'est deux armées, ce n'est plus la logique de crime contre l'humanité qu'il faut amener. Il faut venir avec les crimes de guerre et autre chose. Donc, le gouvernement camerounais pourrait arriver là. Le BI est capable de nous nettoyer, excusez-moi le terme, ces là en un temps record. C'est possible. C'est possible, mais visiblement, le gouvernement camerounais ne veut pas y arriver. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire des choses à moitié. Le gouvernement veut négocier, mais négocier à moitié.
Le gouvernement veut faire la guerre, mais fait la guerre à moitié. Je crois que le problème est là aujourd'hui. Vous prenez une option, vous assumez l'option jusqu'au bout. Les négociations peuvent se faire et la guerre s'arrête. Parce que je dis aussi qu'on sait ce qui se passe. Personne n'est dupe. On ne peut pas obtenir un État là-bas. Ça ne peut pas passer, ça. Même si cela reste bien dans les esprits de ceux qui combattent aujourd'hui, qui savent que forcément, ça prendra le temps que ça va prendre. Dans le policy advocacy, si tu veux négocier 5, tu demandes 10. Ça, là, on sait. Donc, ne restons pas focalisés sur le fait que les gens demandent de la sécession. Ils demandent la sécession, on met ça sur la table, on discute. À la sortie de la table, ils vont obtenir bien ce qu'ils veulent, ce qu'ils vont obtenir. Et le problème est là. Le problème, c'est qu'ils te disent que depuis 1961, tout ce qui a été obtenu n'a pas été respecté. Et ils n'ont aucune garantie qu'en discutant aujourd'hui, on va encore obtenir quelque chose qui sera mis en œuvre. Je vous prendre des exemples simples. Vraiment, finissez parce qu'il faut qu'on passe la parole à quelqu'un. Ils voulaient 60% de transfert de ressources locales pour le développement de la localité. Disons, plus je prends seulement le sud-ouest, que c'est encore l'une des régions avec l'extrême nord les plus enclavées au Cameroun. Et c'est sur le plan de l'éducation également la zone où on parle encore au Cameroun de Z, donc de sous-éducation. Et c'est dans cette région que vous avez 30% des ressources qui permettent de faire le budget national. Ils n'ont rien, et ils sont sous-développés, ça crée des frustrations sur le plan économique. Ils te disent laissez 60% des ressources au niveau local pour qu'on essaie de désenclaver. Il n'y a pas de route qui part à Moudemba. C'est-à-dire que ça c'est le Diane. Vous allez dans le Liban, il y a 0 km de route bitumée. C'est un département. Vous comprenez ça? Donc, il y a des choses qu'on doit comprendre et savoir pourquoi on en arrive là. Vous allez puiser le pétrole dans le Ndian, il y a 0 km de route bitumée. Il n'y a pas d'école, il n'y a rien du tout. Et donc, les gars vous disent que laissez 60% de ressources locales au niveau local. On accepte 15%. Même les 15% ne transfèrent pas. Voilà les choses simples. On vous dit aujourd'hui, et ça c'est le problème du gouvernement camerounais, prendre des engagements et tenir ces engagements-là. Et c'est pour ça que les gars vous disent, on veut une médiation internationale, où il y aura des résolutions contraignantes. C'est-à-dire que si le gouvernement camerounais s'engage sur un point et ne respecte pas ce point-là, qu'une résolution par exemple des Nations Unies les y oblige. C'est tout ce qu'ils veulent. La sécession, laissons tomber ça. Et si on veut prendre le chemin de négociation, on prend. Si on veut prendre le chemin de la guerre, on prend la guerre, on gagne la guerre, on tourne la page, on assume les conséquences, on avance. D'accord. Georges Parfait-Oundi, et la difficulté aujourd'hui, est-ce que ça ne se retrouve pas aussi, je parle en termes purement militaires, sur ces engins explosifs qui sont utilisés par les séparatistes aujourd'hui? Un peu partout, ces engins explosifs sont estimés, ça fait plus de victimes en un laps de temps. Et ça rend encore la mobilité des soldats camerounais plus difficile. Et c'est là où je vais revenir sur l'appui de l'extérieur. Il a parlé un peu... Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la base arrière de ces sécessionnistes, il n'est pas évident que même les accords militaires qui ont été établis avec le Nigeria nous servent à grand chose. Pour une raison toute simple. Après la guerre qu'on a connue dans le Biafra, le Nigeria, l'État du Nigeria, qui est un État fédéral, a presque isolé le Biafra. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent là-bas, le gouvernement central n'y tient pas trop. Et ça fait que si ces forces tapis dans cette zone-là décident de devenir la base arrière de ceux qui font des troubles au Cameroun, il sera très difficile, même à l'armée du Nigeria, de pouvoir aller y sévir. Et nos gars peuvent avoir une base arrière très sûre de ce côté-là, tout simplement parce que l'État du Nigeria avait pratiquement abandonné cette zone. C'est ces mêmes rebelles-là qui agissaient dans le golfe de Guinée pour attaquer les bateaux et tout le reste. Le Cameroun a sécurisé sa partie navale, mais au Nigeria, on s'en fout pratiquement. Vous avez vu pourquoi on amène le Nigeria à nous laisser entrer dans son territoire pour aller combattre Boko Haram. Ça n'a pas été évident. Et que là, c'était libre à nous. On n'a pas reçu un grand appui, juste l'autorisation de pouvoir y aller. Et dans le Biafra, l'État du Nigeria, c'est pratiquement laver les mains. C'est un État qui fonctionne de façon libre et libérale. Et c'est là-bas qu'on retrouve pratiquement tous les groupes rebelles, sans que ça n'inquiète de quelque façon le gouvernement d'Abuja. Et si nos gars décident d'y avoir une base arrière, il sera très difficile à notre armée, ou à l'armée nigériane elle-même,
d'aller faire des actions de ce côté-là, tout simplement, parce que ces gars-là ont toujours vécu. C'est un no man's land, pratiquement. C'est un no man's land. Et si ça lie à ceux de chez nous, et continue dans cette stratégie-là, il sera très difficile de mettre fin au combat. Quant aux enjeux explosifs, bon, c'est des stratégies de guerre. Les gars sont allés apprendre comment faire mal, puisqu'il s'agit de ça, c'est de poser des actions d'éclat pour interpeller les gens de Yaoundé, peut-être pour repartir sur la table de négociation, ou alors ils ont aussi en tête de pouvoir chasser l'armée. Peut-être ils se disent que le Cameroun va réagir comme le Nigeria avait fait avec le Biafra, c'est-à-dire on essaie d'isoler la zone et puis nous on rentre. Or, dans la tête des Camerounais, il est hors de question d'abandonner le nord-ouest ou le sud-ouest. Au même de quelques irrédentistes, ça c'est inimaginable. Et je crois que l'armée restera là-bas. La stratégie va sûrement changer. Mais comme venait de dire mon compagnon, soit on va à la guerre, soit on va à la table de négociation, il faut choisir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si l'État du Biafra devenait une base arrière des séparatistes camerounais, est-ce qu'il ne faudrait pas, comme disait Louis-Marie, activer les leviers diplomatiques, par exemple, comme cela comme ça s'est passé dans les SEM Nord, c'est la seule voie qui pourra aider à ce qu'on trouve un début de solution, ne serait-ce qu'au niveau de l'appui à ces séparatistes camerounais. Il va falloir que ça se négocie comme ça s'est négocié avec Boko Haram. Et comme je disais donc tout à l'heure, sauf que l'État du Nigeria n'a jamais rien fait pour aller rétablir l'ordre de l'État nigérian au niveau du Biafra. L'État du Biafra a été coupé du reste, presque abandonné, et là-bas les choses se passent d'une autre façon. Et l'armée nigériane n'y est pas très présente comme elle aurait pu l'être dans la forêt de Sambisa quand on était. Oui, c'est pas la même chose. C'est pas le même procédé parce que les rebelles Biafra continuent à se balader et rêvent toujours d'un État Biafra jusqu'à présent. Ils sont assez structurés et si ça lie à ceux de chez nous, ça va compliquer la tâche parce qu'il va falloir que, en entrant, en appuyant, en chassant ceux de chez nous qui vont entrer au Nigeria, que l'armée nigériane aussi fasse contrepoids de l'autre côté et c'est pas la chose la plus évidente en l'état actuel des choses. Est-ce que la guerre séparatiste, si on prend le cas du nord-ouest et du sud-ouest, est-ce que ça a vraiment un intérêt pour le Nigeria, un intérêt à peu près comme la guerre contre Boko Haram avait pour pouvoir soutenir le Cameroun? Non, je vous ai expliqué qu'il y a l'État de Biafra qui rêve voir que le Cameroun se divise et que si cela arriverait un jour, ils peuvent également venir établir leur base pour aller dans leur ancienne revendication. Mais il a parlé d'un Nigeria qui devait tout au moins soutenir aussi, en fait, d'un Nigeria qui devait en réalité appuyer le Cameroun dans le cadre de cette lutte-là. Mais est-ce que le Nigeria trouve vraiment un intérêt, parce que le problème Boko Haram était un problème pratiquement sous-régional, mais la question du séparatisme n'est pas en réalité un problème sous-régional. Moi, je crois qu'il a bien développé. Il a développé que si nos frères du nord-ouest et du sud-ouest réussissent, ça peut donner des appétits à ceux qui revendiquaient déjà à partir de la guerre du Biafra. Bon, ce que moi je voulais dire, c'est que l'autre copanéliste a bien expliqué, Louis-Marie vous a dit ici. Je pense, parce que généralement j'aime parler comme homme politique, notre gouvernement ne fait rien pour étayer un peu toutes ces revendications. Je voudrais vous prendre pour preuve le budget d'investissement 2021. Le Sud-Ouest a 37 milliards. Quand le Sud a 195 milliards. Alors, on vous présente tout un département qui n'a même pas un seul mètre, un seul kilomètre de goudron. Ce sont ces investissements qui peuvent ralentir le développement de ces personnes qui, d'ailleurs, il se dit même dans toutes nos coutumes et traditions qu'on ne peut pas être à la côte et mourir de soif. Le pétrole vient de là, comme le disent ouvertement. Donc vous comprenez les frustrations qui sont en réalité... Nous les comprenons depuis. Je dis, ils ont ces 37%. Allez voir dans les 10 dernières années. Vous voyez, dans les 10 dernières années, la répartition du budget d'investissement public. Il y a toujours deux régions qui sont dernières. C'est le sud-ouest et la région de l'est. Et c'est ça le problème. Pourquoi ça se passe ainsi? Ce sont ces frustrations-là. Alors, et je vous ai dit tout à l'heure que le gouvernement ne fait pas beaucoup. Lorsque Louis-Marie l'a dit ici, dans chaque village, nous tous nous venons des villages. Chaque fois qu'il y a un coup de vol dans un village, un simple coup de vol,
on dit allez voir les déplacements de X, allez voir les déplacements de Y. Si on vous dit qu'il est au champ, non, ce n'est pas lui. Il y en a eu un coup de vol dans mon village. Ça fait moins de 5 jours. Où une élite a perdu plus de 40 millions en biens. Mais on a trouvé le voleur, il était couché chez lui. On a dit on cherchait seulement les 3. Nous n'étions même pas au village. On a envoyé aller voir tel. On a trouvé que le voleur était là. Et c'est ce travail que les élites du nord-ouest et du sud-ouest doivent faire là-bas. Chacun dans son village, ou alors chacune, comme je parle des élites, dans son village. Et ce sont ces renseignements qui peuvent aider notre armée. Ce n'est pas les chats qu'on envoie là. Parce que, comme cela a été démontré depuis longtemps et dans tous les débats, il était établi qu'on ne les verra jamais placés en face contre l'armée camerounaise. Mais ces informations qui viendront du village, des différents villages, vont aider l'armée de savoir que dans tel village, il y a tel. Et l'armée a la possibilité d'arriver dans la nuit. Si on dit que c'est le président national du RDI qui dérange, on arrive, qu'on toque à sa porte, on l'extirpe, sans que le village soit même au courant. Et ce sont ces informations qui peuvent nous aider, que ce soit pour le nord-ouest et le sud-ouest, que ce soit pour le Boko Haram. Donc moi je pense que le président de la République doit mettre tous ses ministres, les députés, les maires, les sénateurs. Un élu du peuple reste un élu du peuple. Faudrait-il que ces gens, ces élus-là soient encore écoutés par la base? Tout le monde ne peut pas vous refuser. Tout le monde ne peut non plus vous aimer. Si vous avez dans un village de 100 personnes, 40 qui sont avec vous, au moins une de ces personnes peut vous dire le véritable problème de ce village, c'est elle. Et c'est justement ce que nous recherchons. Et c'est ce qui nous manque. Si nous avons cela, je crois que le jeu pourra être... Et je voulais rapidement dire que il n'y aura pas de sécession. Ça, c'est un rêve. Le Cameroun ne pourra jamais accepter. Mais notre gouvernement peut commencer à régler les problèmes de ces personnes. Mais malheureusement, le président de la République a pensé que, en nommant plusieurs fils de ces deux régions au poste important, au poste politique important, ça va régler le problème. Aujourd'hui, il est établi que le fait qu'on ait nommé un premier ministre, qu'on ait nommé le ministre de l'administration territoriale, qu'on ait nommé le ministre de l'enseignement secondaire et bien d'autres, ça n'a pas changé. Ça veut dire qu'il doit revoir, il doit avoir une nouvelle stratégie. Et vivement, l'armée camerounaise aujourd'hui est déjà protégée. Elle est protégée de tous les faux rapports que les ONG peuvent faire dans la mesure où les sécessionnistes utilisent déjà les roquettes. Ils utilisent déjà des armes de guerre. Donc, c'est déjà une guerre. Et à la guerre, comme à la guerre, et je crois que c'est un vieux sujet d'histoire de troisième qui disait que qui veut la paix prépare la guerre, et qui prépare la guerre prépare la paix. Donc, que l'armée camerounaise frappe, ça va rester dans les rapports. L'armée camerounaise n'a pas respecté ceci, n'a pas respecté cela. Eux-mêmes, ils auront également peur de la réaction de l'armée camerounaise. D'accord. Il y a François de Lézois qui nous écoute. Il écrit « Évitons de toujours accuser l'Occident en travaillant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de toutes ces populations pour ne plus les exposer aux convoitises de ces Occidentaux. » C'est François de Lézois qui écrit ce message. Lui, Marie Kagde, est-ce que en résolvant par exemple les problèmes économiques des populations du nord-ouest et du sud-ouest, cela peut contribuer d'une manière ou d'une autre à apaiser les cœurs? Oui, on va comparer deux cartes. La carte de la sous-alimentation au Cameroun et la carte de l'insécurité. Ça correspond. Les endroits où il y a eu pendant ces 10 dernières années l'insécurité au Cameroun, c'est l'extrême nord, c'est le sud-ouest. C'est les endroits au Cameroun où les gens avaient le plus faim. C'est les endroits sous-scolarisés, j'ai encore dit ça, on les manipule facilement. Voilà les problèmes qu'il faut résoudre. Vous arrivez à résoudre ça, vous résolvez aussi le problème de l'insécurité. Vous prenez pas un enfant, même nordiste, ici à Yaoundé, vous lui mettez les bombes, vous dites explose, il ne va pas exploser, il va fuir. Parce qu'il a un minimum. Il a le minimum. Il va fuir. Vous prenez un enfant du sud-ouest là maintenant ici, vous dites que tire sur la mer. Les gars n'ont pas le même problème. Résolvons ces problèmes de précarité. Vous verrez que l'insécurité va baisser. Je reviens sur ce problème de ressources.
Des gens vous disent que c'était 43 milliards, on est maintenant à 33, que 43 milliards c'est petit. Vous parlez du BIP? Du BIP, dans le sud-ouest. Les gars vous disent que 43 milliards c'est petit. Franchement, le sud-ouest contribue pour 30, quelquefois 30-40% au budget national grâce au pétrole. Ils vous disent que mettez-nous un peu plus pour l'investissement dans notre région aussi. On n'a pas d'accord. Il y a des zones qui ne sont pas accessibles. Quand on dit Akwaya, on passe par le Nigeria pour entrer là-bas. Quand on dit Moudemba, quand on dit Bakassi, quand on dit toutes ces zones, on ne peut pas, c'est sans accès. Il n'y a que ces dernières années qu'on a même construit des enclavements faits. À cause même d'un projet sous-régional de BAD, Enugu m'en fait. Vous voyez un peu, Enugu côté Nigeria. On dit, faisons un peu d'investissement dans ces régions où les gens estiment qu'ils sont exclus, marginalisés. On ne le fait pas. Au lieu de résoudre, on empire la situation. C'est-à-dire qu'on descend à 37 milliards. De 43 à 37. Mais Au lieu de monter à 50. Ce paradoxe dit les zones où on tire le plus de richesses sont celles qui bénéficient. Il a parlé de l'Est, c'est la même chose. Le problème qu'on a dans le sud-ouest là, on risque de résoudre son pas à l'Est. On entre dans... Parce que l'Est aussi, aujourd'hui, avait les incursions de rebelles, mais il faut bien chercher à savoir quelles sont les identités de ces rebelles et pourquoi même les gens de là acceptent que les rebelles s'installent. Vous ne pouvez pas aller tirer les ressources quelque part, vous ne laissez rien. Résolvons ça. Or, notre gouvernement fait pire et préfère la guerre. Cette guerre nous coûte quoi? Ça nous coûte plus cher que de dire sud-ouest 50-60 milliards. Un seul jour de guerre, c'est combien? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous fait des montages, on dit que le stade olympique a coûté X, Y. Ce sont des montages pour financer la guerre. Parce que dans le budget national, vous n'avez aucune ligne pour la guerre. Aucune. Donc, les gens, les gestionnaires de budget sont obligés de faire des montages. Pour le Covid, on prend de l'argent, la présidente demande qu'on donne le marché aux gens fictifs pour financer la guerre. Ça nous crée toujours de problèmes. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, au lieu de passer par tous ces pirouettes-là, accepter il y a problème. Et c'est un problème d'inclusion. Et le fond, c'est ce que le président national a touché. À savoir quoi? La politique de l'équilibre régional aujourd'hui ne nous apporte pas l'inclusion nationale dont on veut. Parce que cet équilibre régional est politico-administratif. On nomme les gens. Or, il y a des connexions entre l'élite et le peuple. Et donc, quand vous nommez Kavayegué, depuis 72, il est là-bas. Le extrême a bénéficié en quoi? C'était juste un exemple. Pas... Mais j'ai déjà écrit dessus, donc je peux articuler ça. Quand vous nommez Ayan Luc, Ayan Luc a déjà apporté quoi dans le maillot d'Anaï? Il n'y a que sa maison qui est en Dieu là-bas. Bon, peut-être les choses ont changé. Donc, ça ne marche pas. L'inclusion, c'est le partage des ressources. Et la guerre qu'il y a au Cameroun, c'est là. Une fois que nous avons identifié le problème, on résout le problème. C'est ce qu'on appelle pertinence. Or, aujourd'hui, nous prenons un chemin trop long, très coûteux et non pertinent. Vous voyez la chose. D'accord. Donc, mettons les choses. Les gars vous disent que c'est un problème de ressources. Vous puisez le pétrole chez nous. Donnez-nous un peu. Les gens à l'Est vous disent, il y a l'or, il y a tout ça qui partent de chez nous. Donc, laissez-nous un peu. Vous ne laissez pas, vous mettez 40 milliards à l'Est. Vous allez à Yaoundé, si vous mettez 300 milliards. 335 milliards. Yaoundé apporte quoi dans l'enveloppe nationale? Donc, les gars regardent tout ça. Institutions. Bon, les institutions où les gens arrivent là, on dit qu'ils ne sont pas dans leur village. Les gens estiment que non, c'est notre village ici. Ça frustre. C'est-à-dire que si vous dites que s'il y a des institutions, vous restez avec. Les gens qui ne sont pas de là, eux aussi, avec leurs ressources, ils restent avec. Vous comprenez la logique? Non, résolvons les choses. Faisons des choses simplement. On se dit dans l'inclusion, je vous ai dit que je vais plutôt appuyer l'inclusion nationale. Dans l'inclusion nationale, il y a la question du partage des ressources. Et ce qu'on a fait, où les mécanismes existent, on appelle péréquation financière. On regarde aujourd'hui, on dit que telle région a plus besoin que telle autre région.
On discute ça à l'Assemblée, on dit que bon, mettons-leur un peu plus de ressources. Il y a encore des régions au Cameroun là où les enfants vont à l'école dans les tiges de maïs. On peut décider que à partir de cette année, c'est fini. On résout ce problème-là. Chaque enfant a au moins une toit. Parce qu'après, vous allez faire le concours national. Et dire que dans ce concours national, on évalue tout le monde de la même façon. Même les enfants qui n'ont pas eu de maître, qui étaient dans les tiges de maïs, qui pendant les saisons de pluie ne peuvent plus aller à l'école et tout ça. On résout ça. Une fois qu'on a résolu ça, on a fait péréquation financière. Mais ça se discute. Vous expliquez aux gens, ils comprennent. Et chacun sait là où on va. Et on vit en paix, sans souci. D'accord. Alors, Georges Parfois vous dit comment comprendre que dans les zones où on tire le plus de richesses, qu'il y ait plus de pauvreté dans ces zones. On prend par exemple le cas de l'Est Cameroun, à Kabylie par exemple, où il y a l'or, il y a toutes les matières premières et autres, mais curieusement, ce sont des zones extrêmement enclavées, des zones où les enfants pratiquement ne vont pas à l'école. On a parlé carrément du cas du sud-ouest, on a parlé du cas de la zone anglophone globalement. Comment comprendre que dans des zones où il y a plus de richesses, qu'il y ait également plus de pauvreté, et ça donne toutes ces frustrations que l'humain de développer il y a un instant. Ce sont des tas que nous traînons depuis nos indépendances parce que nous avons été indépendants avec certains complexes. Il y a eu beaucoup de complexes au moment des indépendances où on a fait croire aux Camerounais qu'il y en a qui sont plus intelligents que d'autres, il y en a qui sont plus aptes à gérer les choses que d'autres, il y en a qui sont destinés à être des leaders et d'autres des suiveurs. C'est un peu tout ça. Et l'État s'est mis en place dans ce contexte-là et a grandi avec ça. Ça fait que lorsque quelqu'un est du centre, l'autre est de l'extrême nord, il prend un peu celui de l'extrême nord de haut, tout simplement. Et même avec Louis-Marie a parlé des ZEP tout à l'heure, les zones d'éducation prioritaire, que les autres n'ont pas connu. Quand tu sortais d'une zone d'éducation prioritaire, on te prenait pour un sous-homme. C'est-à-dire, ton diplôme ne valait pas le diplôme de l'autre qui était à Yaoundé. Ça devenait un peu... Et on a donc grandi avec ça. Et l'État s'est mis en place avec ça. Et ça continue à faire que on a pris des ressources partout pour faire vivre Yaoundé, en fait. C'est un peu ça. Peut-être les autres le réclament aujourd'hui avec des armes. Ils ont commencé à le dire, hein, parce que la marginalisation n'est pas une expression qui est nouvelle. Elle s'est toujours dite depuis des années. Mais quelqu'un a dit quand Yaoundé respire, c'est le Cameroun qui vit. Vous connaissez la personne? On voit bien comment le Cameroun vit donc maintenant. Et si Yaoundé respire vraiment. Sauf que, à force d'avoir des tensions partout, Yaoundé finira bien par suffoquer. Il faut repenser notre modèle de gestion de l'État en impliquant tout le monde. Parce que les slogans, ça ne passe plus. L'unité nationale, il y a beaucoup de slogans, j'en oublie sûrement. Mais je m'arrête seulement sur l'unité nationale. Qu'est-ce qu'on nous vend, qu'est-ce qu'on nous donne dans l'unité nationale tant proclamée? C'est l'égalité des chances, l'égalité de développement, l'égalité dans beaucoup de choses. Certes, on n'ira pas développer toutes les villes du Cameroun à l'image de Yaoundé ou de Douala, par exemple, qui sont les villes avec le plus d'infrastructures administratives ou même économiques. Mais il faut un minimum. Qu'est-ce que le Camerounais lambda réclame? C'est l'accès à l'éducation, l'accès à la santé et tout le reste que tout cela peut contenir. Mais aller même parfois, et c'est ce que les gens ont commencé à dire lorsque la crise anglophone a commencé à prendre de l'ampleur en 2016. Non, nous avons les mêmes problèmes partout. Au Cameroun, je suis à 50 km de Yaoundé, je n'ai pas de route. Je suis, non. Il ne suffit pas de ramener tout à soi de façon... L'économie, c'est sur la table. Et le président venait de parler tout à l'heure de la répartition du budget d'investissement public. Comment comprendre donc que ces zones-là, qui produisent des richesses, ne reçoivent pas grand-chose, alors qu'à un moment, on a semblé installer des taxes sur... On nous a parlé souvent de la commune la plus riche du Cameroun, qui serait à l'est, par rapport à la taxe sur le bois coupé. La redevance forestière. La redevance forestière. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qui gère la redevance forestière? Et c'est autant de choses. Vous avez des lignes budgétaires au Cameroun. Personne ne sait ce qu'il en a à la fin. En fin d'année, on vient vous dire le budget d'investissement public a été exécuté à 20% ou à 50% ou à 60%. Que deviennent les 40%? Comment on refait l'affectation des ressources dans notre pays?
on ne nous l'explique pas toujours. Alors, je voudrais peut-être que Raymond Chiazov réponde sur cette question-là. Vous revenez, vous avez une base dans une région qui a le bois, qui a l'or, qui a le diamant, qui a le fer, qui a le cobalt, qui a tout, mais où les enfants manquent de table-banc. C'est quand même paradoxal. Je voudrais vous parler très rapidement de la curiosité de la Je fais allusion à la région de l'Est du Cameroun. Oui, justement. La curiosité de la répartition de l'argent des Camerounais pour le budget d'investissement public de 2021. La région du Sud cumule à elle seule ce que le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, l'Ouest et l'Est. Seul. Expliquez-vous, vous voulez faire quel lien, excusez un peu. Non, attendez. D'accord, allez-y. Je suis un homme politique. Je n'insulte personne. Je vous donne des chiffres qui sont vérifiés et vérifiables. Et ça m'engage. Quand vous me posez la question, qu'est-ce que je voudrais insinuer? Je voudrais insinuer parce que ce sont les élites du Sud qui gèrent le pays, qui ont confisqué le pays. Alors, vous voulez que je mette quoi, les protège pour le dire? Alors, je voudrais donc dire que la région de l'Est, comme celle du Sud-Ouest, ne bénéficie pratiquement de rien. La région de l'Est pouvait avoir un avantage, avait même déjà commencé à avoir un avantage dans le cadre des redevances forestières. Et lorsque les dirigeants de ce pays ont constaté que cette région peut se développer, les dirigeants ont imposé ce qu'ils appellent la péréquation. Ça veut dire que l'argent qui est lié aux redevances forestières des forêts de la région de l'Est sont partagés à toutes les communes du Cameroun. Alors qu'en revanche, la région de l'Est ne reçoit rien venant des autres régions. Ou bien ne reçoit pas. Parce que lorsqu'on vous dit que la région de l'Est a 40 milliards, je voudrais, mettez-vous seulement au niveau de Ngouaban. Comptez seulement le nombre de camions qui entrent par nuit. Parce que la plupart de ces camions viennent attendre en route là. Et ils entrent à Yaoundé à la nuit. Mais c'est 40 milliards qu'on donne. Et ça ne se limite pas seulement là-bas. La carte scolaire de la région de l'Est est 7e. Devant l'extrême nord, non pardon, autant devant le sud et devant le sud-ouest. Dans les quotas, l'Est a le dernier quota. Alors, on ne sait pas quelle est la base de répartition des biens de ce pays. La conclusion donc c'est que ce que les dirigeants actuels du pays font crée tout ce que ça crée. Au-delà des problèmes au nord-ouest et au sud-ouest, vous allez voir sur la toile que les problèmes existent déjà entre les Bétis et les Bamileke. Tous ces problèmes viennent du fait que nous, Bétis, qui sommes aux affaires, nous avons confisqué tous les biens. Nous faisons de ça ce qu'on veut. Et malheureusement, dans cette équipe, donc, il y a une fameuse trinité centre, sud et est. Et dans cette trinité, centre, sud et est, l'Est se retrouve comme un mouton qui a une corde au cou, qu'on trimballe partout. Parce que l'Est ne se retrouve même pas dans cette trinité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, comme M. Paul Biya arrive en fin de mandat, si un autre Camerounais qui ne fait pas partie de cette trinité centre, sud et est arrive aux affaires, la région de l'Est sera toujours hors jeu. Parce que, étant confondu de ceux qui ont géré, ou alors qui ont, comme on dit au quartier, la gestion des biens dans notre pays est un problème. Et c'est ça la source des problèmes au nord et au sud-est. On ne peut pas dire que la Sonara est au sud-ouest. Et que depuis 40 ans, vous décidez de nommer seulement vos frères. Aucun fils de là-bas. Mais c'est une injustice. Il faut qu'on le dise et qu'on le dénonce. Donc, le président de la République a les moyens. S'il vous plaît, laissez-moi chuter. Le président de la République a les moyens. Il doit déjà commencer à régler les problèmes. 2022, sud-ouest, qu'on parte de 37 milliards, même à 60 milliards. Que le président de la République prenne même un décret. Comme il a nommé le premier ministre, qui fait d'un fils de là-bas, directeur de la Sonara. Ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi vouloir faire ce bras de fer? Quand il confisque tous ces biens-là, il les mange et les consomme seuls.
Mais dans le cadre de la guerre, ça tue tous les Camerounais. Tout à l'heure, on disait que l'équilibre régional, en réalité, n'apporte pas grand-chose au Cameroun. Non, c'est pas l'équilibre qui n'amène pas grand-chose. C'est les dirigeants qui ne permettent pas que l'équilibre régional résolve des problèmes. Puisqu'il y a une petite poignée, une ou deux régions qui ont confisqué tous les biens du pays. C'est ça, il faut qu'on le dise. Si on ne le dit pas, qui le dira? Et nous, dans mon patron, on dit qu'on ne peut pas soigner une plaie si on ne la nettoie pas. Il faut nettoyer la plaie. Et la plaie, c'est donc cette mauvaise répartition des biens. Et lorsque eux, ils profitent de tout ça, mais pour faire la guerre, les enfants viennent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça veut dire que même les populations de l'est qui souffrent, leurs enfants meurent là-bas. Donc, il faudrait que lorsqu'il faut travailler, on travaille ensemble, et quand on doit manger, on mange également ensemble. D'accord, c'est compris. Louis-Marie, est-ce que vous êtes d'accord avec le sous-secrétaire ou l'ancien sous-secrétaire d'État américain Tibor Nagui, qui explique que il a fait un post sur Twitter, il dit qu'on ne peut pas extirper, je le paraphrase, on ne peut pas extirper une idéologie qui est fixée dans l'esprit par les armes. Une façon de parler de la crise anglophone, qu'on ne peut pas résoudre la crise anglophone puisque c'est une idéologie qui est fixée dans les esprits par les moyens militaires. Non, on peut tout faire. Le problème, c'est le coût. On peut tout faire. C'est ce que nous discutons ici depuis. Si l'État ou le gouvernement prend l'option militaire, et la meilleure méthode, c'est laquelle, par exemple? La meilleure méthode reste toujours le dialogue. Parce que la guerre finit autour de la table, on le dit toujours. Au lieu de faire 15 ans, 20 ans de guerre pour finir autour de la table, mieux on va discuter une fois. Et quand on va discuter, on va arriver sur ce point, sur l'allocation des ressources. Voilà là où, voilà là où il y a la guerre. L'État a 3 fonctions. Allocation, ensuite redistribution et stabilisation. Il faut que l'État fasse ça, et bien. C'est pour ça que moi je veux plus aller dans des propositions ou des principes qui gouvernent l'inclusion dans un pays. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire est la crainte. D'ailleurs, certains dans les rangs du gouvernement te disent que si on accepte pour le Nord-Ouest, on devrait accepter pour les autres. Et donc, pour ne pas qu'il y ait des revendications qui émergent de partout, il faut créer des bases solides de l'inclusion, une fois pour toutes. Ça veut dire quoi? Il y a le principe de subsidiarité. Ce qu'on peut faire à la base, on donne le pouvoir à la base pour faire ça et pour régler ça. Prenons seulement la question des ressources. Quel est le circuit que les ressources prennent aujourd'hui? Quand on exploite le pétrole ou on vend le bois, ça monte avant de redescendre au niveau local. C'est-à-dire que l'argent part du niveau local, vient au niveau central, et le niveau central décide dans son temps maintenant de renvoyer le peu qu'on a accepté pour le niveau local. Et ça vient souvent en novembre. C'est-à-dire que les communes, quand ils reçoivent ce qu'on appelle centimes additionnels du gouvernement, ça arrive souvent vers novembre, octobre-novembre. Mais dans tous les cas, jusqu'au nous sommes là en septembre, beaucoup de communes n'ont pas encore reçu. On va leur donner ça vers novembre. L'année budgétaire finit en décembre. Et donc, les gars ont fonctionné de janvier à novembre, ou ils n'ont pas fonctionné, soit ils ont fonctionné à crédit, soit ils n'ont rien eu. Ça n'a pas de sens. Même simplement pour le peu de ressources qu'on a accepté de renvoyer à la base. Il y a une autre façon de faire. Au niveau de la base, on collecte tout ce qui est impôt. Si vous dites qu'ils coupent leur 15% dessus, ils coupent leur 15% dessus avant d'envoyer pour vous. Comme ça, immédiatement, ils ont les ressources pour fonctionner. C'est aussi simple. Aujourd'hui, tout revient au niveau central. On peut changer ça. Pour redistribuer sur le plan national, puisqu'il y a des régions qui n'ont pas assez de richesses comparativement aux autres. Il faudrait que celles qui ont beaucoup de richesses se soutiennent. On peut changer ça dans la loi. Si vous voulez donner plus de ressources à une région, vous pouvez vous arranger à ce que beaucoup de ressources restent au niveau local
de cette région-là. Oui, au niveau du pourcentage. Au niveau du pourcentage, ça se joue là. Et ça se discute. Le problème, je parle de l'inclusion ou bien de l'approche participative depuis. Même à l'Assemblée nationale, les locaux, les représentants locaux ne discutent pas de ce qu'ils votent. Il faut que les gens discutent. Vous leur expliquez le bien fondé de ce qu'ils est en train de faire. L'esprit qu'il y a dans ça. Ils votent en connaissance de cause. Les gens votent et vont se plaindre. Mais ils viennent de voter contre leur propre intérêt. Et c'est la logique qu'il faut changer aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Prenons des choses comme le contrôle des habitants, ou bien sur le plan administratif, le passeport et pas mal de choses, les documents administratifs. Quand quelqu'un part de Kousséri, pour venir faire son passeport à Yaoundé, c'est le suicide. Ou pour venir suivre un dossier à Yaoundé, c'est le suicide. En termes de coût de transport, il faut résoudre ça. Il faut résoudre ça à travers le principe de subsidiarité. Le contrôle des habitants n'est bien fait que par le maire. C'est le maire qui sait qui habite et qui n'habite pas. C'est pour ça qu'il y a trop de faux. que le maire lui-même habite dans la localité. Bien sûr. C'est pas toujours le cas. Mais il faut changer le sens de la citoyenneté. Aujourd'hui, vous habitez à Yaoundé, vous allez vous faire élire au village, là où vous ne contribuez à rien faire. Et les gens qui sont au village, ils cotisent. Parce que la logique fiscale, c'est que l'argent du contribuable va au contribuable. Et donc, si vous n'êtes même pas déjà contribuable, vous n'avez pas le droit de regard sur cette contribution. Amadou Aliou Kavaïege, elle vit à Yaoundé depuis 72. En quoi est-ce qu'il est nordiste? On ne fera pas quand même... J'ai écrit dessus. On ne fera pas quand même une focalisation sur ces... Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. J'ai écrit dessus, ce sont des faits et j'assume. Ne vous en faites pas. J'enseigne à l'université de Maroua. Donc, ce sont des faits. J'ai écrit longtemps dessus. J'écris dans le forum. C'est comme ça. Parce que je défends une autre citoyenneté. Parce qu'il y a beaucoup de frustration dans la logique actuelle. Je prends Kavaïege. Je prends Kavaïege. Depuis 72, il est à l'Assemblée. 1972, peut-être personne d'entre nous ici n'était né. Il est à l'Assemblée. Ses enfants sont nés à Yaoundé. Sont allés dans les meilleures écoles. Quand il faut donner quelques places au nord, ce sont ses enfants qui prennent. En quoi ses enfants sont nordistes? En rien du tout. Quand on dit qu'il y a des enfants qui fréquentent dans les tiges de maïs là-bas, on dit ok, ce sont des zèbres, voyons comment on peut leur donner une place à l'ENAM. Ce sont ces enfants qui prennent. À l'école normale de Maroua. Vous ne direz pas quand même qu'il n'y a pas, en dehors des enfants de cette personnalité que vous avez citée, il n'y a pas d'autres enfants? Il n'y a pas de génération spontanée au Cameroun en 2021. Ça n'existe pas. Originaire de la région de l'extrême nord qui ne soit pas... Je parle du Cameroun entier maintenant. Il n'y a pas de génération spontanée au Cameroun au moment où nous parlons là. Ça n'existe pas. Et la frustration est là. Essayons de refaire une autre répartition des ressources, mais en partant de la base, donc en faisant le bottom-up. Il faudrait que ce qui peut se faire au niveau des localités, on résout ça là. Ce qui peut se faire au niveau des régions, on donne le pouvoir aux régions de résoudre ça là. Et on arrive au niveau national qu'avec ce qui ne peut se faire qu'au niveau national. Par exemple, la monnaie, l'armée, la diplomatie, etc. Pourquoi l'agriculture au niveau national? Pourquoi tout ça? Parce que vous parlez de sièges des institutions, dans d'autres pays, ça ne marche pas comme ça. Moi, je viens du système suisse, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi est-ce qu'on vient mettre l'IRAD à Yaoundé? D'accord, en tout cas. Pourquoi? On vous a compris. C'est aussi simple que ça. Prenons le ministère des Forêts. Pourquoi vous n'allez pas mettre ça en forêt, à l'Est? Ça ferait sens. Puisque les décisions politiques devraient se prendre dans la zone politique. Ce principe de subsidiarité vous dit que ce qui se fait localement, on fait ça là-bas. Si vous délocalisez le centre de pouvoir, il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura plus de guerre dans ce pays. C'est compris. Alors, Raymond, c'est vous les hommes politiques, nous sommes tous d'accord que la crise anglophone, c'est une affaire purement politique, mais vous, en tant que politique, lui, Marie a parlé de redistribution, apparemment, qui pose problème au niveau du Cameroun. Qu'est-ce que vous, en tant qu'homme politique, peut-être que vous n'êtes pas encore
élu du peuple, mais qu'est-ce que vous pouvez proposer en ce sens-là, par exemple, en termes de redistribution? Vous revenez d'une zone, vous le décrivez ici, il y a peut-être que 1 ou 2 mois aujourd'hui, que même dans votre propre village, il y a un problème, les enfants ont un problème de table-banc. Je voudrais rapidement ajouter de l'eau sur tout ce qu'il a dit. Je voudrais vous prendre un exemple. Lors du recensement, du dernier recensement que notre pays a connu, on a compté M. Kavaye Yege Djibril et toute sa famille à Yaoundé. C'est un exemple. Je voudrais peut-être que qu'on mette un accent vraiment. Il ne faudrait pas qu'on fasse comme s'il y avait un problème. Non, ce n'est pas un problème. Je continue dans sa logique. Pour que les auditeurs nous suivent, s'il vous plaît. Vraiment, j'aurais voulu que vous preniez d'autres exemples. D'accord. Comme s'il ne faudrait pas que ça soit comme s'il y avait un problème particulier. Ils sont donc pris en compte par le recensement à Yaoundé. On dit donc que la région du centre est la deuxième région en population au Cameroun. Maintenant, dans la répartition des places ou bien dans les différents quotas, la région du centre doit donc bénéficier de la deuxième place dans la répartition de ces quotas. Alors maintenant, au lieu que ceux-là qui ont été comptés à Yaoundé soient pris en compte dans le quota de Yaoundé, ils rentrent dans leurs différentes régions d'origine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que moi, je suis de la région de l'Est, je suis basé à Yaoundé, tous mes enfants sont ici. Lors du recensement, c'est ici qu'on nous compte. Mes enfants, ma femme et moi. Mais dès que mon enfant présente un concours, c'est dans les 4% de la région de l'Est où mon enfant doit aller compétir. Pourtant, c'est ici qu'on nous a compté. Ce qui a fait de Yaoundé la deuxième du centre, autant pour moi, la deuxième région en population. C'est un problème. Cela doit être réglé. Bon, maintenant, le problème au Cameroun est simple. La question que vous me posez est un problème de justice et d'équité. Je voudrais vous dire que j'avais été surpris lorsque le président de la République, son excellence Paul Biya, avait dit qu'il était un mendiant de la paix. Vous ne pouvez pas être un mendiant de la paix dans un pays où la justice et l'équité n'existent pas. Qu'est-ce que j'entends par là? S'il y a une minorité qui mange et une majorité qui a faim, on ne peut pas parler de paix dans un pays comme celui-là. Et il y a donc ces deux groupes. Un groupe qui vit bien et un groupe qui vit mal. Qu'est-ce que ça veut dire? La justice n'est pas appliquée au Cameroun. Parce que pour qu'on parle de justice, il faudrait qu'il y ait une répartition équitable des biens et des richesses. Et s'il n'y a pas de justice, on ne peut même pas penser à l'équité. Parce que l'équité est tout sans la justice, mais la justice n'est rien sans l'équité. Et dans un pays comme le Cameroun, où tout le monde sait que le fonctionnement, où c'est une petite minorité qui est graissée ou engraissée, et où l'autre minorité est grippée, le président de la République n'avait pas droit de dire qu'il est un mendiant de la paix. Parce que pour être mendiant de la paix, il faut d'abord chercher à mettre une machine équitable dans la répartition, dans les recrutements, dans les concours, dans les nominations, dans les affectations, dans les promotions. Tout cela n'est pas fait. Conclusion, le président de la République ne fait aucun effort. Attendez. Vraiment, dire de manière péremptoire qu'aucun effort n'est fait. J'ai dit suivez. Peut-être que ce n'est pas suffisant. Quand vous m'avez passé la parole, les auditeurs savent à qui vous avez passé la parole. C'est ma voix. Mais on ne le dira pas quand même parce que vous êtes un homme politique. Je ne sais pas. Je n'ai pas outragé le président de la République. C'est ma lecture des faits sociaux. Mais il dit quand même qu'aucun effort n'est fait jusqu'aujourd'hui. C'est balayer du revers. Attendez, qu'est-ce qui a changé? La corruption est toujours là. Les affectations, les nominations, les recrutements, la mauvaise répartition des biens. Alors vous pouvez me citer là où il excellait sur le plan de la justice et de l'équité. Il n'y en a pas. Peut-être c'est sa volonté, mais dès que ça sort de sa tête, ceux qui sont appelés à implémenter cela, à appliquer cela, ne le font pas. C'est un mauvais casting et c'est à lui que nous nous adressons parce que c'est lui que nous avons voté. Donc pour dire que il faudrait
que ceux qui prétendent qu'ils aiment le président de la République l'accompagnent. Parce que s'il continue à fonctionner, à gérer, tel que nous sommes en train de le décrire tout à l'heure, le président Biya risque de partir à la fin de son mandat en laissant une mauvaise impression derrière lui. Il est donc grand temps que 2022, 2023, 2024 et à la limite 2025, que les Camerounais voient un Cameroun nouveau dans la repartition, dans les recrutements, dans l'admission au concours et tout. Ce n'est que de ça qu'il est question. Et lorsque les Camerounais seront fiers de leur pays, les situations comme celle du Nord-Ouest et du Sud-Ouest là n'arriveront plus. D'accord, c'est compris. Il y a Mathieu Isomba qui semble conforté dans votre position. Il dit bonjour Jean-Charles et au panel. La force n'a jamais résolu un problème. Il est temps que les Camerounais se parlent. Arrêtons de faire le saupoudrage. Le Cameroun est à refaire à tous les niveaux. Tout est bloqué, aucun secteur ne fonctionne normalement. Même cette crise anglophone n'a pas servi de leçon. Les gens continuent à voler et ils sont libres. L'injustice a toujours divisé les gens. Un groupuscule a confisqué l'avenir de beaucoup de générations. Ils se sucrent et les autres n'ont pas le droit de revendiquer ou de manifester. Et n'oubliez pas, la longévité au pouvoir est l'une des causes du problème anglophone. Ces enfants qui sont en brousse vont travailler quand? C'est une interrogation que pose Mathieu. Alors, Georges Parfois, vous me dites, on va sortir par vous. Moi, je vous pose la même question que je posais à lui, Marie. Est-ce que vous êtes d'accord avec Thibault qui pense qu'on ne peut pas, en réalité, extirper cette idéologie qui est fixée dans les esprits de plusieurs personnes aujourd'hui, originaires des régions, je parle des séparatistes, je préfère parler des séparatistes, originaires dans le nord-ouest et le sud-ouest, par les méthodes de la force, comme cela s'est dit aujourd'hui. Il faut passer par la table de négociation, c'est l'unique moyen. Il faut passer par la table de négociation, il faut passer par la séduction, il faut passer par un autre discours. Parce que tout ceci résulte des frustrations. On ne le dira jamais assez, il y a des choses qui n'ont pas été faites, qui auraient dû être faites. On parle de toutes ces choses-là depuis qu'on discute. Depuis qu'on discute aujourd'hui, on parle de la répartition des ressources, on parle de l'implication des uns et des autres dans le processus de développement du pays, dans le processus même de gestion du pays. Je me sens toujours un peu amusé lorsque quelqu'un parle, comme le président venait de parler tout à l'heure, en dédouanant le président de la République. Il ne faut pas le dédouaner. Il n'a même pas besoin qu'on le dédouane. À force de toujours dire, peut-être il le veut, mais c'est les autres, ceux qui doivent implémenter. Mais qui doit veiller à l'implémentation des politiques qu'il incarne? C'est lui-même. C'est lui-même qui doit aller descendre sur le terrain, aller voir si le stade de l'NB est terminé ou s'il n'est pas terminé. Pourquoi est-ce qu'on dit que son prédécesseur le faisait et que lui ne puisse pas le faire? Et qu'il se base toujours, et puis on ne peut pas autant décrier les faits de ce que toi tu nommes tous les jours et que toi tu ne fasses rien. Après on va toujours dire, toi tu es bon et ils sont mauvais. Bon, c'est une rhétorique, c'est un discours qui est vieux comme le Cameroun. Est-ce que peut-être aussi la crise d'une manière ou d'une autre pourrait aussi passer par le renouvellement de la classe politique et de ces élites? C'est ce qu'on avait pensé. Toujours en harmonie. Vous savez, il y a eu beaucoup d'interprétations au niveau, à l'époque du début de la crise, où il y a eu des paroles qui sortaient dans le genre, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes familles qui représentent le nord-ouest et le sud-ouest, soit au gouvernement, soit dans les autres postes de responsabilité de la République. On l'a dit. On a dit c'est des tels dans le nord-ouest, c'est des tels dans le sud-ouest. Je ne veux pas juste donner les noms. On a pensé que c'était ça. Et même à ce niveau-là, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts. C'est-à-dire le simple fait qu'on dise même que même administrativement, on est mal représenté parce que ce que vous nommez au poste de responsabilité ne représente personne ici et ne défendent pas nos intérêts. Qu'on dise qu'il y a des départements où il n'y a même pas 1 kilomètre de route bitumée, plus de 60 ans après les indépendances, c'est aberrant. Ça peut même faire pleurer et ça doit faire pleurer. Et lorsque ces gens-là se lèvent un matin et vous disent, bon, nous on veut prendre ce qui vient de chez nous et nous allons gérer nous-mêmes parce que depuis vous ne nous offrez rien du tout, vous venez avec la chicotte. On ne peut plus résoudre les problèmes qu'avec la force. Ce n'est pas possible. Si on sait fixer des règles, que ces règles-là soient respectées. S'il y a eu des engagements qui ont été pris, que ces engagements-là soient respectés et que les gens arrêtent de narguer les autres. D'accord. Je voudrais, on va passer au second sujet. Malheureusement, le représentant du RDPC n'est pas venu, mais n'empêche, on va aborder ce sujet qui porte sur le renouvellement des organes de base, mais plutôt sur ces tensions
sont en cours, en tout cas dans pratiquement toutes les 10 régions du Cameroun, là où ces renouvellements se déroulent. Puisqu'on a parlé du renouvellement de la classe politique, Georges Parfait-Oni, je voudrais rester avec vous. Vous êtes journaliste. Qu'est-ce qui peut expliquer ces tensions? On parle de renouvellement, ça a commencé depuis un certain temps, un peu partout, au sud, au centre, à l'est, on a vu. Qu'est-ce qui peut expliquer ces tensions tout autour de ces renouvellements des organes de base du RDPC? Tout le monde connaît l'enjeu qui se joue à ce moment dans le RDPC. Expliquez tout, en fait, vous connaissez, peut-être que moi aussi, Raymond. Bon, je veux dire, on connaît un peu à la lecture, de la vie politique du Cameroun, on voit très bien que le président national du RDPC, qui est en plus président de la République, chef de l'État. Le président national? Oui, président, j'ai commencé par là, président national du RDPC, qui est en plus président de la République, chef de l'État, et comme certains le disent, en fin de règne. J'aurais voulu utiliser une autre expression, mais il est atteint. Fin de règne? Par rapport à l'âge ou par rapport au nombre d'années passées? Par rapport à l'âge, par rapport au nombre d'années passées, par rapport à tout. Bref, il va falloir passer à une autre dynamique, qu'on le veuille ou pas. On ne peut pas se le cacher, le président Paul Biya n'est pas éternel. Il est en train de partir et tout le monde sent qu'il est en train de partir. Donc, il y a des batailles qui font que... Les batailles qui se passent actuellement dans le RDPC, c'est deux choses. Soit ça va tuer ce parti complètement, au point où, lorsque le président national perdra son fauteuil de président de la République, le RDPC aussi va cesser d'exister. Soit ça va booster le RDPC et le mettre encore à un niveau où il n'est pas aujourd'hui. C'est-à-dire, en renouvelant le personnel politique du RDPC, ça peut redynamiser ce parti. Mais moi, ma pensée penche plus vers la disparition du parti en lui-même. Parce que tout ce qui se passe maintenant, c'est l'objet des frustrations qui sont internes au parti. Et les militants de base sont en train d'indiquer à leur hiérarchie que c'est nous qui décidons. Parce que généralement, on a eu des dirigeants dans leur parti, si je suis les plaintes des uns et des autres, qui étaient placés là par la volonté de ceux du comité central. Et maintenant, la base veut reprendre les choses en main. Il y a donc risque que, s'il y a encore des impositions, si on impose des personnes à certains postes, que le RDPC perde complètement ce qu'ils ont appelé cette fois-ci le sommier politique. Que le RDPC perde sa base. Parce que tous ces frustrés-là vont se retourner vers d'autres offres politiques. C'est le grand risque que court le RDPC maintenant. Et si en plus de ça, lors du prochain congrès, on se rend bien compte que le candidat naturel, qui a toujours été le candidat naturel, ne le sera plus aux prochaines élections présidentielles, ça risque de créer un chamboulement immaîtrisable au sein de l'appareil politique du RDPC, et c'est le danger qu'ils sont en train de courir. Il est donc de bon ton pour eux. Je crois savoir que c'est aujourd'hui que tout va se finaliser. Les dernières élections dans les organes de base, c'est fixé pour ce jour. Il va falloir que le RDPC fasse la paix avec lui-même. Parce que là, soit il va perdre sa base, soit il va vraiment remettre le bon personnel politique qui va faire que on puisse penser que le RDPC peut survivre au président Paul Biya. Parce que, en l'état actuel des choses, on a du mal à croire que après le président national actuel, ce parti-là restera debout. D'accord. C'est vrai que cette question que je vous ai posée, Georges Parfait-Oni, c'est une question que je pensais pouvoir poser à Lucien Bidima, qui a été délégué par la communication du RDPC pour ce plateau, sauf qu'il est 12h moins 20, il n'est pas toujours arrivé ici, mais n'empêche. Raymond Siazok, on peut recenser, quand je parle de ce parti qui bouillonne à l'interne, on voit ce qui se passe à Samélima depuis 2 ou 3 jours aujourd'hui. Et Samélima, qui est la base du chef de l'État, là-bas, ce sont des batailles sans fin. Non loin à Samélima, à Bembis par exemple, toujours dans le Djellabo, il y a la résidence du sous-préfet qui a été incendiée par des populations qui l'accuseraient d'être complices de tripatouillage là-bas. À Angoulé-Macon, par exemple, c'est dans la villa, il y a des candidats qui ont été bloqués, qui n'ont pas pu battre campagne, sans doute que fiefs, parce qu'ils ont trouvé qu'il y a des arbres qui ont été abattus pour bloquer par exemple la route. Ici au centre, à Komiambeta, sur l'axe Yaoundé-Bafoussam, il y a l'axe Lou qui a été bloqué par les militants. Dans le Ndé à l'ouest, ça bouillonne également là-bas. Ça fait un peu de trop quand même. Pour un parti
Pour un rassemblement, le parti dit rassemblement démocratique. On a comme l'impression que la notion de tolérance et de démocratie a du mal à prendre au sein du RDPC. Oui, j'avoue que depuis un certain temps, vous avez décidé de ne pas parler de ce parti politique. Je voudrais vous rappeler que jusqu'en 2010, j'étais secrétaire général de section RDPC. Ah, vous êtes un ancien, oui, un ancien militant du RDPC. Sans problème, il faudrait que les auditeurs m'écoutent bien. Sans problème, j'ai décidé de démissionner du RDPC. C'est pas à cause d'une quelconque frustration? Non, en dehors de mon poste de secrétaire général, je n'avais jamais déposé de candidature comme conseiller. Non, j'ai vu le fonctionnement de ce parti politique, que je peux dire connaître bien, parce que le ONU n'avait que 3 sections. Aujourd'hui, il y en a 14. Vous comprenez donc que j'étais un très grand secrétaire général de section. J'étais dans une très grande section. Celle du ministre Lé, celle de Christophe Mienzor, du DG Lanafor, de Jean-Baptiste Bogam et autres. Mais il était établi que l'ORDPC fonctionne je ne sais pas comment, il fonctionne en fonction de l'État, ou alors l'État fonctionne comme l'ORDPC. Qu'est-ce que j'entends par là? L'ORDPC qui se définit comme rassemblement démocratique du peuple camerounais est une dictature. Comment ça? Et je vais vous expliquer. Dans une démocratie ou alors dans un parti démocratique, on ne doit pas ressentir la toute-puissance du comité central. Même si c'est le comité central qui pilote quand même... Non, sauf si c'est le comité central qui vote. Parce que c'est là où il y a problème. Tout un commerce s'est installé au comité central du RDPC. Expliquez un peu, vous comprenez. Pour que vous compreniez bien, je vous prends des cas très simples. Le maire de la ville de Yaoundé a été battu. Parce que investi par le comité central. Celui de Douala a également été battu. Pourtant, il était élu hier parce qu'il est investi par le comité. Mais quel lien vous faites avec le commerce? J'en viens. Vous m'avez posé la question. À Banganté, ça bouillonne. Vous étiez au courant des tractations, de la véritable position des conseillers qui ne voulaient pas de M. Éric Niat. Mais le comité central l'a imposé parce qu'il avait un nom. Vous voyez donc aujourd'hui, parce que le comité central ne peut plus imposer un président de section, Éric Niat ne se retrouve pas facilement. Et nous pensions que c'est la base qui devait donner les cadres du parti. La base. Ça veut dire vous commencez président de sous-section, vous montez président de section, vous devenez membre du comité central, sûrement membre du bureau politique, mais comme les nominations au gouvernement. Parce qu'au gouvernement, on nomme les gens qui n'ont pas de base. On se retrouve dans la même pratique au RDPC où quelqu'un qui n'a aucun soutien, aucun support se retrouve nommé membre du comité central ou du bureau politique parce qu'il a assez d'argent dans la poche. Et c'est ça qui pose problème. Bon, maintenant, je descends avec la machine. Je voudrais que je voulais placer le décor. Parce que quand vous parlez assez d'argent, c'est comme s'il y avait un fonds. Je voulais placer le décor. C'est comme si on vendait en réalité, parce que c'est ce que vous semblez dire. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Je voulais placer le décor. Mais pourquoi ça bouillonne donc sur le terrain? C'est là que vous allez comprendre. C'est que, comme dans le gouvernement, on vous dit que c'est tel qui est donné avec tel ministre. Celui-ci est le ministre de tel. Pourtant, nous savons que c'est le président de la République qui forme son gouvernement. Mais là-bas, on vous dit que c'est tel, c'est tel. Maintenant, chaque ministre qui a été nommé sans consultation de la base politique rentre dans sa circonscription, dans sa section, voudrait devenir un faiseur de roi. Chaque ministre, donc, il arrive sur le terrain, propose des personnes. Et dès que ces personnes ne sont pas sur la voie de gagner, ce sont ces personnes qui mettent l'argent nuitamment pour qu'il y ait des soulèvements. N'allez pas chercher. On ne paye pas un président de section à RDPC.
On ne paie pas une présidente de l'OF ou de l'OJ. Ce n'est pas le combat de ces petits militants de base. C'est le combat de ces ministres, de ces directeurs et autres. Donc, pour donc dire que, quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est que les présidents des sections qui sont élus maintenant seront électeurs au prochain congrès du RDPC, qui devra trouver le président national de ce parti politique, qui automatiquement est le candidat naturel du parti. Voilà pourquoi ça bouillonne. Il faut donc déjà préparer l'électorat pour que, moi j'aime citer les noms, le ministre de chez moi, les listes qu'il a proposées ont échoué, le ministre de la fonction publique. Il a échoué, donc c'est moi qui parle. Donc, je peux dire, son délégué régional de la fonction publique du centre, il est du village voisin, Bendana, un villageois l'a battu. Son directeur de cabinet à Banda, quelque chose comme ça, a été battu par un village à côté d'Abomba. Alors lorsqu'il est ici à Yaoundé, il sait déjà que les délégués qui viendront de sa section ne vont pas faire sa volonté. Et c'est ce que les autres ne veulent pas accepter. Voici l'enjeu. Lorsqu'on est ici et que vous nous empêchez de parler, vraiment, personne ne nous invitez plus. Il faut qu'on explique aux Camerounais. Non, ça veut dire que quoi? Laissez les petits villageois, les villageois qui sont là-bas, comme présidents de sous-section, Les combats, ce sont les combats de Yaoundé. Ce sont les combats de l'après-Bia. Ce sont ces combats que vous voyez là-bas. Je vais vous prendre un exemple. Un villageois conseiller peut-il avoir le courage de barrer la nationale? Une nationale, un villageois? Non! Il y a une élite forte qui lui dit, va, on ne te fera rien. Et c'est ça le problème. Donc, que le président de la République, le président national du RDPC, M. Paul Biya, comprenne que c'est déjà son fauteuil qui commence à mettre le feu partout comme ça. Ce sont les causeries du soir. Les gens sont avec lui, mais chacun veut déjà se positionner. Ce qui va se passer après. Georges Parfait, je voudrais. Il y a Raymond l'a évoqué tout à l'heure. Si on prend le cas de Konyambeta, les conseillers qui barrent la nationale. Alors on se pose la question, on barre la nationale et on voit les forces de maintien de l'ordre qui viennent supplier dans une vidéo ces conseillers de libérer la route. C'est quand même curieux comparativement à ce qu'on a vu ces dernières années. Si on se serait, est-ce que, à votre avis, ça aurait été peut-être les militants dans notre parti que le commandant de brigade serait venu supplier, monsieur le conseiller, pardon, libérer la route? Évidemment, Raymond fait un bon parallèle tout à l'heure entre le parti et l'État. C'est-à-dire qu'au Cameroun, ce qui s'assimile au RDPC, c'est pratiquement, vous avez vu des meetings du RDPC où on a retrouvé des administrateurs. Vous voyez le sous-préfet ou le préfet qui est en plein meeting du RDPC habillé en tenue officielle. Donc, la police et la gendarmerie présentes. Et puis, on a d'autres faits. C'est-à-dire, vous n'avez jamais entendu que le RDPC a programmé une marche ou de soutien ou de ceci, et un sous-préfet a osé dire qu'il y aura risque de trouble à l'ordre public pour dire que cette manifestation-là ne peut pas avoir lieu. Ça fait donc qu'on comprend beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand les militants du RDPC barrent la route, on ne vient pas avec les lances à eau pour les déloger. On vient négocier. La question ne se poserait même pas, Jean-Charles, de demander si c'était les militants de notre parti, est-ce que la police ou la gendarmerie serait venue négocier? On sait très bien qu'on aurait sorti la matraque. Mais c'est parce que c'est le RDPC, c'est le parti dominant, c'est le parti à la tête duquel trône le chef de l'État, le président de la République. On ne brutalise pas ses militants. Et on sait, comme disait Raymond tout à l'heure, on sait qui est derrière ces militants. Ce sont les ministres. Parfois, ça peut être le ministre qui est le patron du policier qui est devant vous. Donc, il ne peut pas vous brutaliser au nom du parti. Et vous avez vu, pratiquement ces 2 semaines, les bureaux étaient vides à Yaoundé. Parce que tout le monde est parti au renouvellement des organes de base. Tous les directeurs, les sous-directeurs, les directeurs généraux d'entreprises publiques et les ministres. Tout le monde était parti pour le renouvellement des organes de base du parti, vers sa base. Et puis, bon, vous avez parlé celui qui est parti a parlé tout à l'heure de représentativité. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous dites que Samuel Lima, c'est la base du président. Le président a fait toute sa carrière à Yaoundé.
jusqu'à ce qu'il devienne président de la République. Je me rappelle d'une vidéo de la défunte Madame Ahidjo qui disait que lorsque le président Ahidjo a décidé de le choisir comme son successeur, il disait « Ça fait 3 ans qu'il n'a même pas mis les pieds dans son village. » Donc, ne croyez pas qu'il est très impliqué dans le fonctionnement du RDPC dans le dialogue. Bon, peut-être il y a souvent 100% par affinité, par les liens d'appartenance à la terre de ce niveau-là, mais le président, dans sa posture, il s'est toujours voulu le président de tous les Camerounais. Alors moi, je ne préfère pas le réduire et dire lorsqu'il y a des troubles à Saint-Mélimar que c'est la base du président. Non, je ne crois pas. Il a peut-être des scores russes là-bas, mais à Yaoundé aussi, on lui donne des 100%. Et le président est le président de tout le Cameroun. En fait, RDPC, partout le RDPC est. Oui, bon, de dire que dans son village, les gens ont bagarré. C'est plus... Qu'est-ce que je peux dire? C'est juste son village. Oui. Disons-le comme ça, c'est juste son village, mais je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de particulier là-bas qu'il puisse avoir ailleurs, parce qu'on a quand même vu ce que certains présidents ont fait de leur village. Lui n'est pas allé jusque-là. Je ne crois pas qu'il soit tellement impliqué dans le fonctionnement du RDPC dans son village qu'ailleurs. Encore que, moi, je n'ai jamais vu le président de la République, président national du RDPC, avec ne serait-ce qu'un fanion de son parti. Jamais en tenue du RDPC. Peut-être son épouse de temps en temps, mais lui, même pas une écharpe du RDPC, même pas une casquette ou un chapeau du RDPC. Aucun gadget du RDPC. De toute façon, il dit qu'il n'est pas trop impliqué dans le RDPC. Oui, je crois qu'il s'est assez détaché du parti. Il a laissé les autres gérer. Il agit juste en superviseur de temps en temps. Donc, il y a des troubles dans le RDPC, c'est de la responsabilité du secrétaire général du RDPC. Qui a, même sans le dire, qui a rang et prérogative des ministres dans ce pays, des ministres d'État même d'ailleurs. Et qui est un ancien ministre aussi. Et qui est un ancien premier ministre, encore qu'on continue à l'appeler ainsi. Donc, de ce côté-là, c'est tout ce qui se passe dans le RDPC, c'est comme je disais à l'entame de mon intervention, soit cette partie-là va imploser, soit il va se ressouder vers un idéal et comprendre qu'il y a des enjeux futurs. Il y a un après. S'ils veulent que le parti survive au président, ils ont intérêt à resserrer leur rang. Et tel que ça va là, toutes ces frustrations-là ne pourront plus se gérer à partir du moment où, à la tête du parti, beaucoup de choses vont changer. Et le congrès à venir est en train d'annoncer beaucoup de choses. Je crois que des mémoires du RDPC, il n'y aura jamais eu un congrès aussi attendu que celui-là. Raymond, est-ce qu'il y a quelqu'un, je le disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a publié sur les réseaux sociaux, il disait que si aujourd'hui, à la lumière de ce qui se passe depuis quelques jours, si un jour le RDPC devenait un parti politique de l'opposition, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, il aura de la peine, ce parti politique de l'opposition, le RDPC, il aura de la peine lui aussi accepter les résultats comme d'autres le font aujourd'hui. Parce que si on voit ce qui se passe en interne au sein du parti, où les populations, ça bouillonne un peu partout, et la personne disait, si le RDPC devenait un jour un parti politique d'opposition, ça risque d'être pire que ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, vous savez que Émile Durkheim disait, tout en nous provient de la société, c'est la société qui parle en nous. L'homme est le reflet de la société dans laquelle il vit. Les militants du RDPC sont camerounais, et on ne peut pas dire le contraire de ce point de vue, dans la mesure où les combats dont on fait allusion sont âpres. C'est des combats sérieux, et d'ailleurs la contestation est d'autant plus grave que la contestation, ou alors les contestations que nous, les partis politiques de l'opposition, nous faisons. Parce que si nous prenons le cas du professeur Maurice Kamto, qui a prétendu qu'on a arraché sa victoire, il n'avait jamais barré de route. Ça, nous avons vu. Il n'avait jamais brûlé une sous-préfecture. Donc, s'il faut comparer les deux situations, je crois que la situation au sein du RDPC est plus grave et dangereuse. Et là, même encore, ça pose un autre problème de la balance de la justice. Pourquoi les militants du MRC sont en prison et ceux du RDPC ne sont même pas inquiétés? Pourquoi? Et c'est ça justement le problème de notre pays. Et ce sont ces frustrations qui sous-tendent généralement toutes ces tensions. Moi, je voulais... C'est puisqu'on a pu nous reste 2 minutes. Oui. Donc, je voulais rapidement dire que la sous-préfecture de Bembi s'est brûlée. Pourquoi? Parce que le chargé de mission est allé chez son camarade du parti, le sous-préfet.
il serait allé au commissariat voir la gendarmerie. Non, attendez, c'est des militants du RDPC. Moi, je suis sur le terrain. J'ai présenté à l'élection de 2013, j'ai présenté des listes de mon parti politique. En 2020, les sous-préfets battent campagne. Dans le Haut-Nyongalès, ils donnaient l'argent, le sous-préfet, l'arrondissement d'Abomba. Foudangambo Natael, qui est encore là, donnait l'argent à mes mandataires. Alors, je parle de ce que je connais. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous êtes en train de déclarer? Attendez, si c'est une dénonciation ou une diffamation qu'il a se plaint, j'ai des enregistrements. Alors, nous savons donc que gouverneur, préfet, sous-préfet, c'est des militants qui n'aiment pas souvent porter. Peut-être des militants officieux, mais officiellement, ils sont des autorités administratives qui sont là pour tous les grands regroupements du sous-préfet, on va vous dire, pardon, du RDPC, on va vous dire qu'on attend le préfet, le sous-préfet. Ils viennent s'asseoir. Ils mettent la tenue de commandement, mais ils viennent s'asseoir. Peut-être officieusement, mais officiellement, ce sont les autorités administratives qui veillent sur l'ordre public. Pourquoi ils ne viennent pas quand nous on tient nos réunions? L'ordre public, c'est seulement quand le RDPC a des événements et des trucs. Laissez-nous ça. D'accord. Je vous dis encore, peut-être qu'officieusement, ils sont militants ou sympathisants. Quand ils viennent s'asseoir là, on les voit, non? Comment officieusement? Quelqu'un vient s'asseoir à un meeting. Vous dites que c'est officieusement, on l'a vu, non? Vous-même, vous pouvez aussi aller à un meeting, personne ne vous souhaite. Non, bon, est-ce qu'ils sont déjà venus en même meeting ou bien au meeting des autres partis? D'accord, on ne fera pas quand même ici le procès de ces autorités administratives. Georges Parfois, on dit peut-être que vous avez eu, en tout cas, peut-être que vous souhaitez que l'ordre revienne. J'imagine que vous n'êtes pas militant du RDPC quand même. Non, je suis militant d'aucun parti. Aucun parti. Donc, comme simple Camerounais, vous souhaitez que l'ordre revienne à l'intérieur du parti? Pas forcément à l'intérieur du parti, mais dans le pays en fait. On a besoin de paix. Pas nécessairement dans le RDPC, pas particulièrement dans le RDPC, mais dans tout le pays. D'accord. Merci à vous, Georges Parfait, d'être passé. Vous êtes journaliste au Tri hebdomadaire et Singam. C'est toujours un plaisir. D'accord. Merci à Raymond Chiazor, qui est président national du RDI. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci. Merci également à Louis-Marie Kakde, qui est économiste. Il enseigne à l'université de Maroua. Il a dit ici, il est parti. Il a fait pratiquement 1h30 avec nous. Il est parti. Merci. Cher monsieur, malheureusement, on n'a pas pu avoir le représentant du RDPC, normalement, avec qui j'ai discuté hier soir. Il m'a confirmé qu'il devait être là. Malheureusement, il n'est pas venu. Lucien Midima, qui est membre de la sous-commission communication du comité central du RDPC, c'est lui qui avait été délégué pour participer à cette émission. On a discuté hier soir, il m'a confirmé. Mais malheureusement, il n'est pas venu ici aujourd'hui. N'empêche, on a abordé ces deux sujets. Merci, cher monsieur, d'être venu. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci à Rigobert Dassi qui a assuré la mise en onde et la réalisation de cette édition de Zappress. Merci à vous, Hélène, vous qui assurez la transmission de cette émission de Zappress sur les pages Facebook et YouTube de Panorama Purpose. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. Très bon dimanche à tous et à toutes. Et on se retrouve le dernier dimanche du mois d'octobre, si Dieu le veut bien. Au revoir.